Bienvenue à tous et toutes. On est ravis d'organiser ce deuxième rendez-vous de l'année dans notre cycle sur l'adaptation au changement climatique, avec aujourd'hui un temps dédié au scénario climatique. Le comité 21 travaille depuis quelques années autour de ce sujet sous différentes formes. Comment je passe les slides ? Voilà. Simplement pour vous dire, voilà, on a un certain nombre de rendez-vous annuels dans ce cycle. Les cycles, c'est des rendez-vous avec des thématiques spécifiques. On a étudié les outils de l'adaptation au changement climatique le mois dernier. Et on travaillera au deuxième semestre sur différents angles sur la question du risque climat, avec comment le secteur de l'assurance se prépare. Et puis, on aura une focale en fin d'année sur la question des territoires particulièrement impactés, avec une séance un peu d'inauguration de différents temps qui aura lieu en novembre, et puis en 2024, différents rendez-vous sur de territoires spécifiques et particulièrement impactés. Pour peut-être vous redire un tout petit peu les événements du comité 21 de façon plus générique. Donc, on a notre assemblée générale le mois prochain. Assemblée générale donc ouverte aux adhérents, mais aussi un débat. Alors là, ça ne figure pas à l'écran, mais c'est un débat. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet et on vous enverra tous les liens dans le chat sur la planification écologique avec le secrétaire général de la planification écologique Antoine Béillon qui viendra débattre avec nous le 15 mai prochain à BPI France. On a un séminaire fin mai sur un grand chantier autour de la question des nouveaux modèles. Qu'est-ce qu'un nouveau modèle? Tout le monde a cette expression à la bouche, mais qu'est-ce que concrètement ça veut dire? C'est quoi les écueils à éviter, les méthodes, etc. Donc, on a travaillé depuis un an et demi au comité 21, et du coup, là, c'est l'occasion de faire connaître ces travaux. Donc, ce sera un séminaire qui aura lieu à l'Académie du climat le 31 mai prochain. Et puis, vous rappelez bien sûr tout ce que fait le comité 21 en matière de formation. Alors, vous retrouverez les informations sur notre site, mais il y a donc prochainement en juin une formation plutôt à destination des collectivités sur comment s'approprier l'agenda 2030 et mettre une stratégie pilotée par les ODD. En juin, une formation dans le projet en partenariat avec l'OFB, le programme Artisan, piloté par Guillaume Simonet, cette formation sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et puis, en fin d'année, une nouvelle version de notre formation sur l'adaptation au changement climatique. Donc aujourd'hui, on a un rendez-vous thématique, on a aussi des formations, donc les 10 et 30 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire pour aller plus loin, en savoir plus, avoir un peu les fondamentaux du sujet, et puis les outils et la mise en pratique. Sur l'adaptation, peut-être vous dire qu'on publie aussi régulièrement des notes. Ça fait aussi partie des activités du comité 21. Alors, pour rappel, l'année dernière avait été publié un guide sectoriel mettant l'accent sur 9 secteurs et comment ces différents secteurs s'adaptent au changement climatique. C'était un guide avec beaucoup d'exemples et de données que vous pourrez effectivement retrouver sur notre site. Cette année, on vient de publier une note à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'eau, sur la question de l'eau au prisme de l'adaptation au changement climatique, une note publiée fin mars. Et puis, à venir, à la suite de cet échange, on va faire une note de synthèse sur les scénarios et les outils. Et puis, en lien avec notre atelier de septembre, une note sur le risque climat.
Voilà un peu pour cette entrée en matière par rapport pour vous donner un peu une idée des différentes activités. C'est une vision non exhaustive de tout ce que peut proposer le comité d'intérêt. Et pour le coup, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter et à regarder notre site internet pour avoir un peu une vision de la diversité des activités proposées. Mais sans plus attendre, je voulais accueillir donc nos intervenants, Vincent Villiers, Adrien Delahaye, Élodie Dia et Christophe Schex. Et bien sûr, Guillaume Simonet qui travaille avec nous depuis longtemps sur ce sujet de l'adaptation. Bienvenue à tous et Guillaume, je te laisse la parole pour animer ce webinaire que j'espère riche et fructueux. Peut-être pour vous dire aussi, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat. Donc on a des temps d'intervention des personnes qui sont à nos côtés aujourd'hui et vous aurez bien sûr la possibilité d'échanger parce que c'est aussi ça l'idée de nos rendez-vous thématiques, c'est de pouvoir échanger avec des experts, échanger avec des praticiens et essayer de répondre au mieux à toutes les questions qui se posent. Merci Frédéric. Bonjour tout le monde. Bienvenue donc à ce deuxième webinaire sur les scénarios climatiques et qui fait la suite effectivement du premier webinaire, j'ai dit séminaire, webinaire où on a parlé des outils climatiques, où on a présenté quelques outils comme Climadiag ou des outils comme Okara. Là, c'est un petit peu la suite. Et plus précisément, on va parler de leur prise en considération, c'est-à-dire la prise en considération de ces scénarios climatiques dans les actions qui sont élaborées, mises en place pour répondre aux évolutions climatiques, bien évidemment, mais aussi bien à l'échelle des territoires, mais aussi des organisations. Et c'est pour ça qu'on a voulu inviter des intervenants à venir discuter de tout ça. Donc, nous aurons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Vincent Villiers, Adrien Delahaye du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED, Élodie Bia du bureau ouvert, ainsi que Christophe Schex de l'Agence alpine des territoires, CPIE de Savoie. Je vous présenterai plus en détail tout à l'heure quand je vous céderai la parole, mais je vais commencer par un rapide cadrage de la thématique d'aujourd'hui pour se mettre un petit peu en jambes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, rappelez que cette thématique sur les scénarios climatiques rentre, enfin, ou plutôt converge avec l'actualité, puisque vous le savez déjà, il y a eu un comité de pilotage ministériel qui a été lancé il y a quelques semaines par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et qui a comme objectif de travailler sur des scénarios de référence qui doivent servir de base au troisième plan national d'adaptation sur le changement climatique. Et dans ce comité, il doit y avoir des réflexions, notamment des travaux plus précisément, notamment sur deux scénarios qui peuvent être anticipés, celui d'un réchauffement à l'échelle mondiale de plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle, et celui qui correspond finalement au respect, on va dire, potentiel de l'accord de Paris, et un autre qui serait un scénario plus dégradé et qui correspondrait à une augmentation de température à l'échelle moyenne, à l'échelle mondiale aussi, de plus 4 degrés à la fin du siècle. Alors, revenons un petit peu quand même sur ce que c'est qu'un scénario climatique. Et tout simplement, on revient sur la définition du GIEC. Là, nous avons deux graphes qui nous proposent plusieurs trajectoires socio-économiques sur lesquelles sont basés ces scénarios. Alors, un scénario, c'est une représentation plausible, souvent simplifiée d'ailleurs, du climat futur, qui est basée sur un ensemble cohérent de relations climatologiques qui a été construit pour expliciter les conséquences potentielles du changement climatique d'origine anthropique. Voilà. Alors, ça nous donne une idée. Et diapositive suivante, il semble aussi intéressant à souligner qu'au-delà de ces scénarios, il existe aussi, on va dire, des dangers et mêlés aussi de plusieurs incertitudes qui seraient ce qu'on appelle des seuils critiques et ces seuils des points de bascule qui pourraient, par exemple, brutalement modifier l'état du système climatique. En conséquence, donc, on pourrait basculer sur d'autres états, y compris dans de nombreux autres systèmes et pas forcément que climatiques. Alors voilà, c'est pour remettre un petit peu que ces seuils critiques ne sont pas partie intégrante de ces scénarios, mais quand même les scientifiques l'ont en tête et c'est pour ça qu'on s'attache quand même à suivre à la fois ces trajectoires actuelles, futures et essayer d'anticiper vers où on s'en va et comment on peut modifier ça. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour faire le lien un petit peu avec le précédent webinaire où on a parlé, alors je présentais déjà cette figure au précédent webinaire,
Et on parlait de l'importance un petit peu d'avoir en même temps une approche top-down, c'est-à-dire issue des scénarios climatiques, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire justement pour essayer d'élaborer des actions à mettre en place, et aussi des indicateurs qui sont plus basés sur ce qui se passe sur le terrain, aussi bien dans le passé que dans le présent. Et la convergence des deux peut effectivement être intéressante pour essayer d'élaborer des nouveaux cadres de référence. Alors aujourd'hui, on va s'attacher plutôt à cette approche top-down, c'est-à-dire qu'est-ce que les scénarios climatiques nous disent et surtout comment ils sont interprétés, comment peut-on les interpréter. Et c'est pour ça qu'on va donner la parole à des acteurs du territoire qui vont finalement nous partager la manière avec laquelle ils ont interprété ça pour déduire des choses qui peuvent être ensuite appropriables ou transformables ou traduites en actions de terrain. Voilà. Alors, ce cadre posé, je vais commencer par donner la parole à deux intervenants issus du CIRED, Vincent Viguier et Adrien Delahaye. Et pendant que je vous laisse partager votre écran, je vais vous présenter plus en détail. Vous allez notamment nous parler de comment ces scénarios climatiques peuvent éventuellement se traduire en termes d'impact économique. Alors, Vincent Viguier, oui. Pardon, excuse-moi. Juste, je ne peux pas commencer le partage tant que tu partages ton écran. Désolé. Ah oui. Alors, ce n'est pas moi, mais je pense que c'est donc… voilà. Je pense que là, ça devrait aller. Super. Alors, Vincent, je te présente. Alors, Vincent, chercheur en économie du climat au CIRED et à l'école des Ponts Paris-Tech, dans laquelle vous enseignez, tout comme à Sciences Po Paris. Vous travaillez sur l'évaluation des politiques d'adaptation des villes face aux impacts du changement climatique et sur les interactions entre inégalités spatiales et politiques environnementales. Vous êtes l'auteur de plus d'une soixantaine de publications. Je crois qu'il y avait une BD, me semble-t-il d'ailleurs. Vous avez participé à de nombreux travaux d'expertise, tant auprès d'institutions publiques que privées. Vous êtes agrégé de physique, diplômé de l'ENS de Lyon, de l'école des Ponts Paris-Tech et docteur en économie. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de votre collègue Adrien Delahaye, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, doctorant en économie du changement climatique au CIRED, École des Ponts Paris-Tech. Et Adrien, après un passage par France Stratégie, vous avez travaillé sur des problématiques liées à l'adaptation au changement climatique, notamment sur la gouvernance de l'adaptation, sur l'évaluation des coûts de l'inaction à l'échelle française. Vos recherches se concentrent désormais sur la quantification des impacts économiques liés aux risques climatiques et vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'école des ponts Paris-Tech. Alors Vincent et Adrien, je vous cède maintenant la parole en précisant que j'assurerai donc l'intermédiaire entre les questions qui pourront être posées dans le chat et vous les poser directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce que je vous propose, c'est une présentation un peu de cadrage sur ce que l'on sait des impacts économiques du changement climatique et les scénarios existants. Donc, en fait, dans cette présentation, on va faire une présentation en deux temps. Tout d'abord, j'ai commencé par revenir sur des grands éléments, notamment les limites, en fait, à ce qu'on sait lorsqu'on fait des exercices de modélisation des impacts du climat sur l'économie. Et ensuite, dans un deuxième temps, Adrien va vous présenter un travail qu'il a effectué de recensement des scénarios existants en France des impacts du changement climatique sur l'économie et des limites de ce genre d'exercice. Et ensuite, on va conclure. Et donc, l'idée un peu de cette présentation, c'est que de vous montrer un petit peu que les scénarios que l'on peut faire sur les impacts du réchauffement climatique sur l'économie, donc utilisables par des territoires ou par des entreprises, c'est quelque chose qui est important et c'est un sujet en même temps qui est toujours l'objet de recherche active, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les scénarios existants avec des pincettes, donc il faut s'appuyer sur les scénarios existants bien sûr, mais voilà, qui peuvent être amenés à évoluer relativement vite avec l'avancée des connaissances. Et on va essayer un petit peu de vous présenter ça. Alors, peut-être déjà vous une perspective un petit peu globale. Donc, le changement climatique, c'est un phénomène qui a énormément d'impacts qui vont porter sur beaucoup de choses. Et du coup, là, on va simplement se concentrer sur l'aspect économique des choses, sur la manière dont le changement climatique peut impacter l'activité économique d'entreprise. Il y a beaucoup d'autres types d'impacts, des impacts sanitaires, par exemple, des impacts sur
les écosystèmes. Voilà. Là, on va simplement se concentrer sur les impacts économiques du réchauffement climatique. Et lorsqu'on raisonne au niveau d'une entreprise, il y a une typologie qui avait été proposée par la Banque d'Angleterre. En l'occurrence, c'était pour travailler sur le secteur des assurances, mais en fait, c'est assez général, qui propose de dire que voilà, lorsqu'on s'intéresse aux risques qu'une entreprise peut courir suite aux enjeux climatiques, il y a 3 types de risques. Il y a les risques liés aux impacts du réchauffement climatique, qui vont nous intéresser aujourd'hui, les risques liés à la transition vers une économie bas carbone, et également, enfin, des risques légaux. Les risques légaux, c'est grosso modo le fait que des personnes puissent porter plainte contre une entreprise parce qu'elle s'est mal adaptée ou parce qu'elle a émis des gaz à effet de serre. Ça je ne vais pas parler du tout de ce dernier point. Et donc, je vous propose aujourd'hui juste de regarder très rapidement des enjeux liés à ces risques d'impact. Mais voilà, il ne faut jamais oublier qu'en pratique, l'adaptation aux impacts du changement climatique se fait en parallèle des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et que, bien sûr, c'est l'ensemble de ces risques qu'il faut prendre en compte en même temps. Alors, ce qui est important de noter, c'est que le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est très complexe. Et de la même manière, ces impacts économiques sont des choses difficiles à appréhender. Et j'aimerais simplement faire un focus sur 4 enjeux liés à ces impacts et qui font qu'il est compliqué de donner des chiffres. Et vraiment, l'idée là derrière, c'est que les chiffres actuels dans les scénarios représentent une partie des impacts futurs quantifiables, mais dans la pratique, il faut toujours avoir une approche de précaution et les impacts qu'on peut réellement attendre, il y a beaucoup de raisons de penser qui seront bien supérieurs à cela. La première raison, c'est que c'est lié à ce qu'on appelle le cumul d'impact. Donc, en fait, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui provoque de nombreux impacts, de nombreux types de catastrophes naturelles de nature très différentes les unes des autres. Et en fait, quelque chose qui est compliqué à prendre en compte, c'est les interactions entre ces impacts. Alors, peut-être, juste pour illustrer ça, ici, vous voyez sur cette photo une image de militaires aux États-Unis. En fait, c'est à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'était l'année dernière, suite à un ouragan qui a eu là-bas. Et en fait, l'ouragan avait fait un certain nombre de victimes. Mais en fait, ce qui avait fait le plus de victimes, ce n'était pas l'ouragan lui-même, c'est le fait que juste après l'ouragan, il y avait eu une canicule. Les canicules sont fréquentes là-bas, mais simplement que l'ouragan, en fait, parmi ses conséquences, avait détruit un certain nombre de lignes électriques, et ce qui fait que beaucoup de ménages à la Nouvelle-Orléans ne pouvaient plus utiliser de climatiseur. Et en fait, si vous voulez, et c'est cette canicule qui a fait plus de morts que l'ouragan lui-même. Le point important ici, c'est que vous voyez qu'un ouragan tout seul, ça cause un certain nombre de dégâts. Une canicule toute seule, ça cause un certain nombre de dégâts face auxquels, en l'occurrence, les gens savent s'adapter, mais la succession de ces 2 événements est beaucoup plus complexe à traiter. Et en fait, ça, c'est vraiment un enjeu de fond avec le réchauffement climatique, le fait que dans les évaluations actuelles, par exemple, on évalue un certain nombre d'impacts, mais que dans la pratique, ces impacts vont s'influencer les uns des autres. Et ici, par exemple, vous voyez une carte présentant les principaux impacts attendus en France. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'impacts de nature très différente et que leur risque conjoint, le risque de tous ces impacts augmente simultanément. Deuxième idée, le fait qu'un autre élément qui est très difficile à quantifier dans les scénarios, mais qui peut s'avérer très important en pratique, c'est la vulnérabilité des réseaux face au réchauffement climatique. Donc, il y avait eu une étude l'année dernière de France Stratégie regardant la vulnérabilité des réseaux français face au réchauffement climatique. Donc, quand on parle de réseau, on parle de réseau de transport, de réseau d'approvisionnement énergétique, de réseau de télécommunications. Et en fait, les infrastructures de réseau, c'est souvent des points de concentration de la vulnérabilité parce que ça fait qu'une catastrophe ou un événement météo que vous pouvez avoir quelque part, lorsqu'il touche des réseaux, peut se mettre à impacter économiquement beaucoup d'autres endroits. Fréquemment, par exemple, lorsque vous avez des inondations, l'essentiel des coûts économiques ne viennent pas des zones touchées par l'inondation, mais d'entreprises qui sont en dehors de la zone, mais qui perdent leur accès à l'électricité, pour lesquelles les routes, par exemple, sont coupées, ce qui fait que les personnes ne peuvent pas venir travailler, etc., etc. Et ces enjeux-là sont très difficiles à anticiper. Peut-être juste pour illustrer ça, en novembre 2021, vous aviez eu sur la côte ouest du Canada, à Vancouver, une tempête assez importante qui suivait un épisode de sécheresse prolongée, c'est que les sols étaient très secs
Et comme les sols étaient très secs, en fait, l'eau a ruisselé et ça fait que la tempête a entraîné de grandes inondations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des autoroutes et des voies de chemin de fer d'accès à Vancouver ont été coupées suite à cette tempête. Et en fait, Vancouver, vous savez peut-être, mais c'est le principal port canadien. Ce qui fait qu'il faut imaginer que pendant un certain nombre de jours, le principal port canadien a été coupé du reste du pays. Donc le coût économique de ça a été massif et on estime que c'est la catastrophe naturelle qui a coûté le plus cher de l'histoire du Canada, voilà, parce que comme ça, les réseaux ont été coupés. Un autre type d'impact difficile à prendre en compte dans le scénario, mais très important, c'est le risque de déstabilisation de chaînes d'approvisionnement. Le fait que, du fait du changement climatique, un territoire qui lui-même n'est pas touché peut avoir des difficultés à s'approvisionner en alimentation ou en matières premières ou en produits manufacturés. Il y a beaucoup d'exemples de cela à l'heure actuelle. Par exemple, vous savez sûrement qu'à l'heure actuelle, il y a une pénurie de semi-conducteurs, qu'il y a beaucoup de choses, mais au début de la pénurie, les questions climatiques avaient joué un rôle. Ce n'était pas le seul déterminant, mais ça avait joué un rôle. Par exemple, vous aviez eu Taïwan, qui est un gros producteur, qui est le principal producteur de semi-conducteurs mondial, avait été touché par des sécheresses. Or, l'eau s'avère être un élément très important de la fabrication de semi-conducteurs pour tout un tas de raisons. Et du coup, voilà, ça avait entraîné une baisse importante de la production. Quelques mois plus tard, vous aviez eu des inondations en Malaisie. Malaisie, qui est un des hauts lieux d'assemblage des semi-conducteurs, donc plus loin dans la chaîne logistique. Et les inondations avaient également mis des usines à l'arrêt et ça avait eu des répercussions mondiales. Plus récemment, vous avez eu des sécheresses en Chine qui ont mis à l'arrêt un certain nombre d'industries et ça a eu des conséquences ici. Donc, tout ça pour dire que voilà, ce genre d'événement peut être amené à se manifester. Et en fait, l'une des difficultés, c'est que c'est très compliqué d'anticiper ce risque. C'est important parce que les chaînes de production, on ne dispose pas de très bonnes bases de données au niveau mondial sur les liens de production. Enfin, dernier élément qu'il ne faut jamais oublier, qui est lié d'ailleurs autant aux risques liés aux impacts du changement climatique, aux risques liés à la transition vers une économie bas carbone, c'est pour de nombreux secteurs industriels les risques d'actifs irrécupérables, c'est-à-dire les risques de pertes financières liées à des investissements qui sont faits aujourd'hui ou qui ont été faits dans un passé proche et qui ne pourront pas être utilisés jusqu'au bout. Alors, bon, voilà, je n'ai pas plus m'étendre là-dessus. Il y a un certain nombre de rapports institutionnels qui ont étudié ça, qui montrent que les sommes peuvent être très importantes, notamment, bien sûr, dans les secteurs économiques liés à la production d'énergie fossile. Et peut-être dernier point lié à ces questions de stranded assets, d'actifs irrécupérables, c'est le fait que aujourd'hui, lorsque vous prenez un certain nombre de secteurs économiques, les scénarios dans ces secteurs ne sont pas forcément cohérents avec la contrainte climatique. Et donc, pour des entreprises, il faut toujours prendre avec des pincettes ces scénarios. L'exemple typique, c'est des scénarios de croissance du secteur aérien qui correspondent à une prolongation des tendances passées, mais qui ne sont pas du tout cohérents avec les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, et donc qui peuvent être vraiment questionnés, disons. Voilà, donc, je vais passer la parole à Adrien Delahaye, doctorant au CIRED, qui… Voilà. Ouais, merci Vincent. Donc, moi, je vais enchaîner donc, par rapport au cadrage un peu général que vient de vous présenter Vincent. Je vais vous présenter le travail, comme disait Guillaume au début, que j'ai réalisé à France Stratégie et ensuite en partie au CIRED, qui avait pour but de faire une revue des évaluations des risques climatiques à l'échelle française. Vous pouvez le trouver sur Internet. Alors, pour présenter un petit peu le cadrage de ce travail, l'idée, c'était de faire vraiment une revue des dommages socio-économiques liés au changement climatique et à l'échelle française. Les deux termes sont vraiment importants. Le premier, parce que, comme vous le verrez un peu dans la slide suivante, on peut présenter les impacts du changement climatique au point de vue physique, en parlant d'une augmentation de température, en parlant d'une plus grande récurrence d'événements extrêmes. Mais in fine, pour la décision publique, on a besoin d'avoir des variables un peu plus précises. Alors, ou bien des euros, ou bien une surmortalité, mais des variables de ce type-là.
Et ensuite, à l'échelle française, parce que, évidemment, on pense tous à la synthèse au niveau mondial qu'on peut trouver dans le rapport du GIEC. Dans le rapport du GIEC, il y a également un chapitre sur l'Europe. L'objectif un petit peu de ce document, c'est de regarder vraiment des indicateurs socio-économiques et à une échelle plus restreinte, l'échelle de la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un exercice qui a été réalisé de ce type-là, mais c'était en 2009. Et l'objectif, évidemment, donc, comme j'ai dit, c'était d'informer les politiques d'adaptation. Et c'était aussi de participer au reporting des risques climatiques. La France doit faire un petit peu des bilans, ou bien dans le cadre de l'accord de Paris, ou bien vis-à-vis de l'Union européenne, le bilan des risques climatiques. Et la méthode qu'on a suivie, c'était de faire une revue de la littérature institutionnelle. Alors, j'insiste, pas toute la totalité de la littérature scientifique, mais vraiment des rapports un peu d'administration. Et on les a classés en 10 fiches sectorielles, 10 secteurs qui pouvaient être impactés. Alors, je reviens simplement, mais ça appuie tout ce qu'a dit Vincent précédemment. Il y a une chaîne de causalité complexe dans la modélisation des risques climatiques. On part d'une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on passe par des indicateurs physiques. Et enfin, on arrive à des indicateurs pertinents pour les décisions publiques. Et en fait, à chacune de ces étapes, il peut y avoir il y a un ensemble d'incertitudes vis-à-vis des modèles qui sont utilisés. Et c'est cette complexité de modélisation qui participe au fait que c'est difficile de faire des analyses coûts-bénéfices vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Quelques messages clés qui ressortent de ce travail, c'est que, en fait, depuis 2009, il y a eu un énorme progrès de la connaissance des risques climatiques sur le territoire national. Et ça, à travers un grand nombre de types de projets relativement différents. Il y a eu des grands projets européens, comme le projet PCETA ou le projet Coach, qui font ces évaluations au niveau européen. Il y a eu des programmes d'envergure nationale sur l'eau, c'est Explore 2070, ou sur l'agriculture. Il y a eu également des prospectives sectorielles, c'est-à-dire des secteurs économiques qui sont chargés de regarder un petit peu quels allaient être les coûts du changement climatique pour leur secteur précis. Là, je vous donne quelques exemples. Il y a eu beaucoup de rapports du côté des assurances sur le tourisme de ski et la viabilité des stations, ou encore sur la sensibilité du secteur électrique vis-à-vis du changement climatique. Et il y a eu également des études à l'échelle nationale, je pense notamment à la vulnérabilité des infrastructures de carbone 4 ou encore à l'étude du recul du trait de côte. Et en fait, l'utilité du document de travail que je vous présente là et que vous pourrez retrouver sur le site de France Stratégie, c'est de faire une espèce une revue, une ressource que vous pouvez consulter quand vous vous posez des questions du type quelles sont les quantifications dont on dispose à l'échelle nationale pour ces risques. Je vous donne quelques exemples chiffrés, mais bon, je m'étends pas. J'ai pris un petit peu 3 focus de chiffres nouveaux par rapport à ce qu'on pouvait savoir en 2009. Mon premier exemple, il est sur le secteur des assurances. Bon, en fait, ce que vous voyez en haut, cette étude de France Assureur qui date déjà maintenant de 2021, où en fait, quand on prend la totalité des études d'assurance, on voit que ce qui prévoit, c'est que la totalité des sinistres dus aux inondations, aux submersions marines, au retrait gonflement des argiles, doit augmenter du fait du changement climatique et augmenterait entre 30 et 60% à horizon 2050, ce qui voudrait dire 1 à 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Un autre exemple, c'est le cas du nucléaire, avec les détails qu'on peut trouver dans le rapport Futur énergétique 2050. On voit que, à la fois pour des questions de température et pour des questions de débit des rivières, on va avoir une augmentation de l'indisponibilité du parc à un moment donné. On voit qu'on pourrait passer aujourd'hui de 4 gigawatts une année sur 10 à, dans le futur, le double. Et donc ça, c'est des pertes instantanées et aussi des pertes en moyenne sur l'année qui pourraient être multipliées, vous voyez, jusqu'à x5, x10 certaines années clés. Même si on voit que ces pertes moyennes restent quand même relativement mineures par rapport à l'ensemble de la production nucléaire annuelle. Et enfin, dernier exemple que je prends, c'est le cas de la vulnérabilité des infrastructures. Alors, Carbone 4 a un peu étudié un certain nombre d'infrastructures, mais ce qui ressort le plus, c'est un enjeu très fort au niveau du réseau routier qui verrait au moins une augmentation de 10% du budget des rénovations uniquement dû à l'impact du changement climatique sur la durée de vie des routes. Là, je réponds à une question qui était un petit peu dans le thème de cette session. C'est qu'est-ce qui ressort de ces études sur la question de est-ce qu'il faut se préparer à +2, est-ce qu'il faut se préparer à +4 ?
En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les études recensées, elles sont souvent réalisées dans un scénario physique qui s'appelle RCP 8.5, qui correspond en gros, même s'il y a des fortes fenêtres d'incertitude, à plus 4 degrés en 2100 au niveau mondial, c'est-à-dire plus que plus 4 degrés au niveau français. Vous voyez, par exemple, l'étude de France Assureur, celle de Carbone 4, celle de RTE partent de ces hypothèses-là. Donc, on pourrait se dire que, au point de vue de la connaissance, on voit à peu près à quoi correspond une préparation au plus 4. C'est vrai en général, mais cependant, il faut parfois faire attention parce que pour certains secteurs, ou bien parce qu'il y a des risques particuliers, ou bien parce que les échelles de temps d'investissement ou de changement sont très longs, ben, on peut être amené à considérer des risques encore plus importants que ce RPC 8.5 et ce plus 4 degrés. C'est notamment le cas de la montée du niveau de la mer. Là, vous avez une petite figure qui est tirée du GIEC où on voit la montée moyenne du niveau des mers vers 2100 et on voit qu'elles vont entre 0,5, plus 0,5 et plus 1 mètre. Et en fait, il y a des scénarios peu probables mais à fort impact. Vous voyez, c'est la courbe en pointillé rouge qui correspondent à une augmentation encore plus importante et qui se prolonge encore plus dans le temps. Là, ce que vous voyez qui vient d'apparaître à droite, c'est les conséquences en 2300 de cette augmentation au niveau de la mer qui continuera sur de très longues échelles de temps. Donc, oui, plus 4, on a déjà des études, mais pour certains secteurs, il faut regarder peut-être un petit peu plus précisément que simplement un scénario plus 4. Pour conclure un petit peu, quels sont les enseignements et les perspectives de ce travail? C'est qu'effectivement, la connaissance qualitative et quantitative des impacts sur le territoire national a beaucoup progressé, mais que cependant, c'est encore difficile de donner un ordre de grandeur des dommages dans un certain nombre de secteurs. Je donne un exemple qui ressort pas mal, par exemple l'agriculture. Au regard des études qu'on a regardées, est-ce que on va faire face à des coûts de l'ordre de 500 millions d'euros par an en 2050 ou de 10 milliards? Enfin, l'ordre de grandeur lui-même n'est pas vraiment clair. Et en fait, il y a plusieurs secteurs où les impacts semblent très importants, l'agriculture, tout ce qui est impliqué par la raréfaction de l'eau ou même les enjeux de biodiversité, où ces ordres de grandeur sont pas encore très clairs aujourd'hui. Autre enseignement, c'est qu'il y a encore dans les rapports qu'on a consultés, il y a encore peu d'analyses en termes d'inégalité d'exposition et de vulnérabilité. C'est-à-dire répondre à des questions comme qui est touché, qui est le plus touché, quels sont les rapports avec les capacités d'adaptation des gens. C'est des axes d'analyse qui sont importants pour la construction des politiques publiques et qui sont pas encore toujours clairs. Et finalement, ça rejoint ce que disait Vincent tout au début, c'est que les risques interrégionaux, alors ce que le GIEC appelle risques interrégionaux, c'est le fait qu'il y ait des impacts du changement climatique dans d'autres pays, qu'il y ait des conséquences en France, que ce soit par la rupture des chaînes d'approvisionnement dont parlait Vincent ou d'autres types d'impacts, eh ben, restent souvent absents des analyses au niveau national qu'on a pu consulter. Et je pense en message de fin, ce que l'on peut dire, c'est que, mais un peu comme ce que disait Vincent tout à l'heure, on se rend compte qu'on a de plus en plus de chiffres, que ces chiffres valent la peine à chaque fois d'être vraiment étudiés finement, et que les chiffres que je vous ai présentés là au niveau national gagnent toujours à être confrontés avec des études qui sont faites à une échelle plus locale, et que c'est vraiment un peu dans ce double mouvement d'un côté des études à des coûts à une échelle nationale et d'autre part des études plus fines à des niveaux plus fins qui peuvent être ensuite consolidées au niveau national, on aura de plus en plus une meilleure visibilité du niveau de risque en France. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Vincent et Adrien. Alors, merci pour ce cadrage très clair qui pose énormément de questions. Alors, moi, j'en ai plein. Hein. On va attendre les questions de nos participants dans le chat éventuel, mais pendant ce temps, moi, j'en ai plein. En fait, ce sont les mots que vous avez dit, hein, qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire la complexité, les impacts secondaires qu'on a du mal, par exemple, à voir de premier abord. Bref, en gros, on a d'un côté l'attente de la décision publique qui souhaite avoir à un moment donné pour arbitrer quelque chose de stable, alors souvent sous la forme d'un chiffre. C'est ce qui ressort souvent des études d'ailleurs. Hein. On ressort, comme vous l'avez dit, Adrien, souvent des fourchettes, mais quand même, ça reste sous l'échelle du chiffre. Donc, comment fait-on en termes de communication? C'est-à-dire, en gros, quand on a une fourchette, quand on a plusieurs chiffres qui ne représentent qu'une partie, on va dire, de la réalité, comment, en termes de communication, on peut trouver des manières d'éclairer la décision, comme on dit, c'est-à-dire de faciliter un petit peu le travail à faire du décideur, c'est-à-dire d'arbitrer à un moment donné et puis faire des choix.
Pour répondre un petit peu en plusieurs étapes, donc déjà, on s'aperçoit que les données déjà disponibles sont pas toujours connues de tous. Donc déjà, il y a une première étape qui est de faciliter la connaissance et d'encourager l'approfondissement de cette connaissance et à un niveau opérationnel. Et pour ça, il y a plein de, enfin, je pense euh, toutes les analyses de vulnérabilité qui sont faites dans les documents de planification, au SRADET ou le CRT, c'est vraiment des bons endroits où mener ces analyses en réunissant tout le monde autour de la table. Maintenant, la question, c'est quel type d'outils on utilise pour prendre des décisions. Est-ce qu'on utilise l'analyse coût-bénéfice de manière pure? Est-ce qu'au contraire, on raconte des histoires, on regarde différents scénarios possibles et on essaie de faire quelque chose de robuste? Voilà. En fait, la question derrière cette question-là, c'est vraiment la méthode de décision et est-ce on se tourne vers des méthodes relativement robustes ou est-ce que on attend d'avoir les chiffres pour décider? Et bon, bah ça, en termes de recherche, ce qu'on peut faire, c'est expliciter les méthodes de choix possibles, mais pas les choix de dire. Oui, oui. Il y a quelque chose aussi que vous avez dit, c'est, on va dire, tout ce qui est de l'ordre des impacts secondaires qui sont souvent silencieux. Par exemple, ce que vous disiez sur la Nouvelle-Orléans, là, au début, j'avoue que je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'aléa climatique, on va dire, agit sur un territoire, bien évidemment, on a souvent le regard des dégâts de prime abord, c'est-à-dire tout à fait direct, on est dans l'urgence, etc. Et ensuite, on essaie d'évaluer qu'est-ce qui a coûté, enfin, qu'est-ce qui coûte au regard de cet aléa. On s'aperçoit après coup, comme vous l'avez montré, mais souvent il y a un délai. On s'aperçoit après coup que c'est plus complexe et que les coûts sont souvent pas ceux qui sont associés à l'aléa, mais etc., etc. Donc, comment faire pour garder l'intérêt? Parce que une fois que, comment dire, tout est dit en termes de médias pendant un certain nombre de semaines et que, on va dire, on s'attarde sur d'autres événements éventuellement, c'est difficile de revenir quelques années après en disant, ben, en fait, par exemple, la Nouvelle-Orléans, ça a coûté tant réellement, ce qui s'est passé, c'est ça, etc. Donc, on perd un petit peu le fil. Comment maintenir un petit peu cette idée que ce n'est pas forcément l'aléa qui fait du bruit, on va dire, mais c'est aussi toutes les tendances qui vont après, notamment en termes d'impact secondaire et qui sont silencieux, qui coûtent finalement le plus. Alors effectivement, c'est une question complexe, mais disons que je pense que dans le contexte d'entreprises ou d'acteurs publics qui se posent la question de quel scénario utiliser pour eux anticiper leurs impacts, une manière de prendre en compte ces questions-là, c'est vraiment d'avoir une analyse stratégique, de prendre des marges de sécurité et soi-même de se demander, bon, ben voilà, on sait qu'il y a ces impacts différents, est-ce qu'il y a un certain cumul d'impacts qui, moi, pourrait me toucher particulièrement. Par exemple, pour prendre l'exemple d'une collectivité, de collectivité territoriale, lorsqu'on réfléchit aux stratégies de vulnérabilité contre les vagues de chaleur, agir contre une canicule, par exemple en mettant de la végétation, c'est très différent quand on est dans un contexte de sécheresse ou non, parce que sans eau, les plantes rafraîchissent beaucoup moins l'air. Et donc voilà, une collectivité territoriale qui réfléchit à comment s'adapter contre les canicules, doit prendre en compte le fait qu'il peut y avoir aussi des scénarios de sécheresse. Mais je pense que c'est à chaque acteur de regarder ça. Et après, par rapport à ce que tu demandais dans ta question, qui est aussi plus vis-à-vis du grand public et de la sensibilisation, comment montrer qu'en fait les impacts de réchauffement climatique, c'est pas que quelques impacts montrés par-ci par-là, mais c'est quelque chose d'une ampleur plus importante. Bien sûr, j'ai pas la réponse, mais en étant optimiste, j'imagine que petit à petit, ça va se diffuser et que plus les impacts deviendront prégnants, plus ça deviendra concret pour tout le monde. Et puis peut-être pour rajouter, même sur cette question de communication, il me semble qu'un levier, mais évidemment, c'est pas le dernier levier ultime, hein, c'est aussi une question de mesure. C'est-à-dire que en fait, les gens sont relativement friands d'avoir des informations de ce type. Mais c'est plutôt les journalistes peuvent demander des preuves, des chiffres, quelle que soit l'unité dans laquelle c'est donné. Et en fait, l'enjeu, c'est de les construire et de les relever et de pas laisser passer l'événement. Si la question, c'est vraiment de vraiment témoigner de ce qui s'est passé à un moment donné et des conséquences diverses. D'accord, merci. Alors, nous avons 3 questions là dans le chat. La première,
est-ce que tous les pays réalisent ce type de chantier que vous avez présenté, Adrien, de France Stratégie? En gros, est-ce qu'il existe France Stratégie dans d'autres pays? Et est-ce qu'il y a des revues de comparaison de ces travaux entre pays, intra-Europe, Europe, États-Unis? Oui, oui, alors là, je peux même très précisément vous renvoyer à un rapport récent de l'IGEDD qui a fait un tour d'horizon des revues d'impact dans les différents pays européens ou les différents pays de l'OCDE, quelque chose comme ça. Et qui, alors c'est pas d'une précision incroyable, mais au moins on voit les tendances se dégager et on voit que les autres pays européens ont aussi réalisé des exercices semblables. Un exemple très clé, c'est celui de la Grande-Bretagne avec l'équivalent de leur Haut Conseil pour le climat à eux, qui a produit des rapports très complets de plusieurs centaines de pages comme ça sur le niveau de risque par différents types de secteurs au Royaume-Uni. D'accord. Est-ce que vous faites référence à UKSIP? Exactement, c'est ça. D'accord. Une autre question sur la représentation des élus locaux. Comment ces élus locaux s'approprient ces sujets dans leur politique publique? Par exemple, quand il y a le rapport France Stratégie qui sort, est-ce que vous avez des retours sur cette appropriation à l'échelle locale? Oui, alors ça, c'est une bonne remarque. Il y a différents usages de ce genre de résultats. Et en fait, selon l'échelle à laquelle ils sont présentés, c'est utilisé pour différentes choses. Là, je vous ai présenté un cadrage très national qui peut intéresser des acteurs qui sont d'envergure internationale. L'enjeu, c'est ensuite, si on veut avoir des niveaux de risque de la même manière, mais à un niveau plus local, voilà. Alors, il y a des outils pour ça, hein, je pense que vous avez dû présenter souvent ici. Les documents à échelle nationale, ça fait trop peu de temps pour qu'il est sorti pour que j'ai un retour dessus, mais j'imagine qu'il il va pas forcément donner la réponse qu'attendent immédiatement des élus locaux. Mais au moins, il va montrer l'ampleur du problème et il va donner des arguments pour avancer le sujet sur la table dans les discussions. Voilà. D'accord, merci. Une autre question, on parlait juste là des effets silencieux, par exemple. Alors, est-ce que, par exemple, les réfugiés du changement climatique et les effets que ça peut avoir sur les économies d'ailleurs nationales, est-ce que d'abord c'est pris en compte dans les études et est-ce que ça fait partie de ces choses dont on a forcément de la difficulté à quantifier et qui peuvent être difficiles d'y associer une fourchette ou un chiffre en particulier? Oui, tout à fait. En fait, de manière globale, lorsqu'on parle des impacts du changement climatique, on peut toujours faire la différence entre les impacts locaux et les impacts indirects. Donc, impacts locaux qui touchent un territoire donné, les inondations, les canicules, les pertes d'attractivité économique, et les impacts indirects, donc ce qui touche un territoire via des impacts locaux qui se produisent ailleurs. La déstabilisation des chaînes d'approvisionnement ou, en l'occurrence, les migrations, ou même, en allant plus loin, les risques de guerre, par exemple. Et donc, effectivement, sur un territoire donné, c'est très dur de dire si les impacts locaux ou les impacts indirects vont être les plus importants à court ou moyen terme. Et a priori, on peut s'attendre à ce que les deux soient aussi importants dans la vie de tous les jours, disons. Le problème, c'est que ces impacts indirects, et notamment l'immigration, c'est des choses qui sont très complexes à anticiper, déjà parce que ça dépend de choses qui se passent ailleurs. Ça dépend aussi de tout un tas de politiques qui peuvent être mises en place même les conséquences économiques ou sociales de migration. C'est des choses qui dépendent beaucoup de l'évolution de la culture, qui dépendent d'énormément de détails. C'est que c'est très complexe à anticiper. Mais effectivement, c'est un enjeu qui est très important. Et d'ailleurs, même pour aller plus loin là-dessus, un élément que je n'ai pas cité, mais qui avait été cité par Guillaume, c'est que lorsque vous prenez les scénarios climatiques, il y a les projections, disons, moyennes, il y a aussi les risques en anglais de tipping point, de seuil critique, et vous avez la même chose en ce qui concerne les impacts. Lorsqu'on parle de migration, vous pouvez avoir des migrations incrémentales, disons, avec un certain nombre de migrants, un afflux migrant climatique qui augmente un petit peu par rapport aux migrations actuelles. Vous pouvez aussi avoir des migrations brutales, massives, qui se produisent et qui qualitativement entraînent des choses très différentes. Donc, pour répondre, effectivement, c'est un enjeu très important qu'on a du mal à anticiper qualitativement et du coup, a fortiori, on a du mal à avoir des chiffres là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, dans des scénarios, dans le but
de mettre en place des stratégies d'adaptation au niveau d'une entreprise ou d'un territoire, le fait de se dire qu'il peut y avoir des conséquences de ce type-là et d'anticiper les choses dans ces cas-là est très important. Merci. Alors, j'en ai une petite dernière pour vous torturer un petit peu plus. Alors, on parle souvent, quand on dit impact économique, souvent on parle de coûts. J'imagine qu'il y a des études qui parlent des opportunités économiques. Pourtant, on a toujours l'impression que ça parle plus souvent de coûts que d'opportunités. Est-ce que parce que l'échelle de grandeur est beaucoup plus, défavorable, c'est-à-dire beaucoup plus sur les coûts par rapport aux opportunités, ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'études qui travaillent un petit peu sur ces opportunités, parce que j'imagine qu'il y a des opportunités directes, mais il peut y avoir aussi, comme les impacts, des opportunités secondaires ou tertiaires. Tout à fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur la question opportunité, oui, il y en a qui ont été identifiées. Si par exemple, je prends le rapport du Royaume-Uni, ils identifient certaines opportunités. Ensuite, au niveau mondial, le GIEC montre qu'il y a, là c'est la question de ce dont vous parliez à l'instant, il y a plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Maintenant, la question posée, là, elle est encore plus précise, c'est en France, qu'est-ce qu'il en est, impact positif, impact négatif, etc. Et là, la réponse, c'est que c'est difficile à savoir. Je veux dire, de la même manière que c'est difficile à savoir, à quantifier les impacts négatifs, malgré tout ce que j'ai dit, c'est aussi difficile à voir les impacts positifs. Je pense, par exemple, dans le cas de l'agriculture, c'est pas très clair à quel point est-ce qu'il pourrait y avoir des impacts positifs ou pas, même si des gens peuvent le penser. Et peut-être un autre élément de complément par rapport à ça, c'est que lorsqu'on regarde le détail des conséquences économiques du réchauffement climatique, en fait, il y a deux éléments. Il y a d'une part le nouveau climat et ce que ça change par rapport à aujourd'hui. Par exemple, en termes agricoles, il peut y avoir dans les nouveaux climats des zones plus productrices qu'auparavant, d'autres zones moins productrices. Donc, effectivement, il peut y avoir des gagnants et des perdants. Mais le second gros enjeu lié à l'adaptation au réchauffement climatique, c'est simplement la transition, simplement le fait que le nouveau climat amène à des changements par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui et que ces changements eux-mêmes peuvent être complexes. Juste pour illustrer ça, si vous prenez l'exemple de la Russie, donc la Russie qui est un des territoires typiques dans lesquels on peut s'attendre à ce qu'il y ait plutôt plus de gains liés au changement climatique que de pertes, parce que ça augmente les surfaces agricoles, ça peut baisser les morts liés au froid, enfin, beaucoup de choses dans un pays au climat froid. Simplement, en Russie, par exemple, vous avez beaucoup de bâtiments qui sont très bien adaptés au climat actuel et qui ne seront plus adaptés au climat futur. Par exemple, des bâtiments qui n'ont pas de fondation parce qu'ils reposent directement sur du permafrost, sur du pergélisol, et qui, dans un climat futur, vont avoir des fondations mouvantes et donc peuvent s'effondrer. Enfin, voilà. Et si vous voulez, le coût d'adapter tous les bâtiments au climat futur est très important. En fait, la question avec le réchauffement climatique n'est pas tant est-ce que les nouveaux climats, parce que bien sûr, c'est un climat qui évolue en continu, mais est-ce que les nouveaux climats seront bénéfiques ou pas? C'est aussi quel va être le coût de la transition, quel va être le coût d'adapter les infrastructures en continu, etc. Et ça, c'est en grande partie négatif. Ça peut être positif pour le secteur de la construction, par exemple, si les choses sont bien faites, mais en tout cas, c'est un stress économique qui est important. D'accord. Merci beaucoup, Vincent Viguier et Adrien Delahaye, pour vos explications très claires, et on lira un peu plus attentivement, effectivement, ce rapport de France Stratégie, mais aussi toutes les autres publications à laquelle vous participez, notamment avec le CIRED. Alors, nous allons passer à notre prochaine intervenante, Élodie Bia. Alors, Élodie, je vous laisse partager votre écran. Pendant ce temps, je me permets de vous présenter. Donc, vous êtes directrice du bureau Ouvert que vous avez cofondé avec Emmanuel Druon en 2010. Et avant cela, vous étiez en charge des systèmes d'organisation pour l'amélioration continue en entreprise. Et avec 15 de vos collègues, vous accompagnez les entreprises et collectivités dans leur transition écologique en conciliant économie et écologie à travers une méthode, l'écolonomie, qui s'appuie sur l'expérience de 25 ans de transition menée dans une entreprise qui s'appelle Pocheco, un fabricant d'enveloppes en papier dans le nord de la France. Alors voilà une belle histoire dont je vous donne la parole pour nous la conter. Merci beaucoup, merci Guillaume, merci Comité 21 de me laisser l'opportunité de témoigner sur ce projet de transition de Pocheco. Et puis bonjour à tous les participants.
Donc oui, effectivement, donc j'ai cofondé le bureau ouvert il y a 15 ans avec Emmanuel Druon, qui est le président de l'entreprise Pocheco. Et comme vous le disiez si bien, je vais vous parler de la démarche d'économie que nous avons mise en place dans cette entreprise Pocheco. L'économie, c'est une démarche qui consiste à associer 3 critères à chacune des décisions. Donc les 3 critères sont l'écologie, l'économie et la qualité de vie au travail. C'est vraiment important de réussir à associer ces 3 critères pour chaque décision. Ça peut paraître assez banal et assez simple, mais ça ne l'est pas du tout parce que notre expérience nous dit que réussir à le faire systématiquement nous a demandé bien souvent de repenser les projets, d'innover, de voir les projets différemment. Mais en tous les cas, nos 25 ans de retour sur expérience nous font dire que grâce à cette démarche, on est toujours là. Donc finalement, on a vraiment beaucoup gagné en robustesse dans cette entreprise Pocheco parce qu'on a, avec la démarche aussi, on a usé beaucoup d'agilité et de coopération et d'adaptation. Alors, je vais aller là maintenant dans le détail de la présentation de Pocheco et toute son histoire de transformation. Donc, Pocheco, c'est une usine basée près de Lille, 80 personnes sur un site qui fait 3 hectares. Les bâtiments, c'est 8000 mètres carrés. Et l'activité principale, fabrication d'enveloppes en papier. Là, vous avez à l'écran la photo du site tel qu'il était il y a 25 ans. Quand Emmanuel Druon a racheté l'entreprise, elle était vraiment en très mauvaise situation. D'une part, l'entreprise perdait de l'argent. D'autre part, le climat de travail était très mauvais, mauvaise ambiance, mauvaises conditions de travail, des solvants utilisés dans l'usine. Il y a des risques aussi. Hein. C'est une usine qui transforme du papier. Moi, j'y travaille depuis 22 ans, donc je me souviens que certains ont fumé dans les bureaux, ont fumé dans l'usine, par exemple. Hein. Donc voilà, des risques. Et puis aussi, pour l'environnement, une situation pas terrible, puisque des produits chimiques, des pratiques pas du tout conformes avec le milieu naturel. Donc, quand Emmanuel Druon est arrivé sur ce site, finalement, il n'y avait qu'une option, c'était de changer. C'était obligatoire. Donc, il a fallu trouver un déclencheur ou en tous les cas un sujet sur lequel commencer. Et le premier aspect, ça a été améliorer les conditions de travail parce qu'il s'est dit, bon, après tout, si je dois relancer cette activité, cette entreprise, je ne pourrais pas le faire tout seul. J'ai besoin d'une équipe et d'une équipe qui prend plaisir à travailler, qui est motivée et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Donc, première démarche, ça a été de sortir tous les produits toxiques de l'usine. Alors, ça a concerné des encres, des cols qui étaient à base de solvants. Il a fallu travailler beaucoup avec les fabricants pour trouver des nouvelles recettes, pour trouver des nouvelles méthodes de travail, pour utiliser des produits à base d'eau. Ça n'a pas été simple, il a fallu faire plusieurs essais, ça a duré un certain temps. Et on a fini par trouver la bonne formule d'encre et de colle à base d'eau. Alors au départ, ces produits coûtaient plus cher. À l'achat, comme c'était nouveau, ça coûtait plus cher. Mais Emmanuel a persévéré en disant tant pis, on se lance quand même, on y va, on va jusqu'au bout du projet. Donc, c'est ce qui a été fait. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire des économies parce que pour nettoyer une machine sur laquelle on a utilisé de l'encre à eau, eh bien, on le fait à l'eau et non plus au solvant. Pour diluer l'encre et la colle, on peut utiliser de l'eau plutôt que du solvant. Pour stocker les produits, plus besoin d'extracteurs, de systèmes de ventilation. Donc, moins d'équipement, moins de maintenance, des économies financières. Pour manipuler les encres et les colles, plus besoin d'avoir des masques, des protections individuelles, là aussi des économies financières. Donc, grâce à cette démarche de réduire, d'améliorer les conditions de travail, on a pu faire des économies
Et on a aussi fortement amélioré l'impact écologique du process et des produits. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que l'économie avait toute sa place dans cette usine. Et c'est là qu'on a continué à renforcer nos connaissances, approfondir le sujet, bien cibler les différents risques environnementaux et sociaux de l'entreprise. Petit à petit, on s'est équipé, on s'est outillé, on s'est informé. On a utilisé, par exemple, l'analyse de cycle de vie. Depuis 2010, on évalue les impacts environnementaux de nos matières, de nos process, grâce à cet outil-là. Alors, en 2010, on parlait analyse de cycle de vie, on en entendait très peu parler. C'était l'ACV, on mélangeait ACV avec d'autres acronymes. Enfin, bref, donc, on a quand même utilisé ces outils et en renforçant nos connaissances, on a de plus en plus eu envie d'accélérer la transformation. Et c'est ce que l'on a fait. Et aujourd'hui, notre usine ressemble à ça. Alors déjà, nos produits ont été tous changés. Ils sont plus écologiques pour un même prix de vente. Ça nous a permis aussi de renforcer notre marge et donc de continuer à faire des économies financières. On a réussi à nous démarquer sur le marché par rapport à nos concurrents, parce qu'on proposait des produits différents et qui commençaient à répondre à l'attente de nos clients. Et on a changé nos process, on a mis en place des systèmes de récupération d'eau de pluie pour utiliser l'eau dans notre process, pour diluer les encres, nettoyer les machines, pour rafraîchir les bâtiments. On a aussi, on s'est équipé d'une station d'épuration à base de plantes pour nettoyer nos eaux sales sur le site. Là encore, on a fait des belles économies parce qu'avant, nos eaux sales, on les envoyait à l'extérieur chez un prestataire et ça nous coûtait assez cher. Maintenant que nous dépolluons nos eaux sur place, ça nous coûte moins cher. On a revu tout le système énergie et c'est pour ça que sur la toiture, là, vous voyez des sheds, des grands sheds avec des panneaux solaires. On a 1400 mètres carrés de panneaux solaires installés il y a 12 ans. Et ça nous permet de produire l'équivalent de 40% de notre consommation d'électricité. En 2014, on a remplacé notre chaudière gaz par une chaudière bois. Tout ça, si vous voulez, pour des intérêts à la fois écologiques et économiques. Et ça a fonctionné aussi parce qu'on a pensé le projet non pas en prix d'achat, mais en coût global. Enfin, ça a été vraiment une grande réflexion sur le modèle économique de l'entreprise. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est qu'un site donc, qui s'est bien transformé et ce qui peut vous sauter aux yeux, peut-être, c'est le fait qu'il est beaucoup plus végétalisé qu'avant. On retrouve là des végétaux sur le toit, sur les façades, sur les voiries. Et ça a été un énorme travail aussi dans l'entreprise de désimperméabiliser. Avant, on avait 5% de surface végétale. Aujourd'hui, on a 85% de la surface qui est végétalisée. Donc, c'est énorme. Et les végétaux, la biodiversité nous apporte énormément d'avantages. Déjà, bon, sur le toit et les façades, ça apporte un peu d'isolation thermique. Sur la partie eau, ça permet de tamponner l'eau, d'infiltrer l'eau et on a supprimé des risques d'inondation sur notre site grâce à cette démarche. Ça nous permet, comme je le disais, de nettoyer, de rafraîchir le bâtiment. Et puis aussi, ça apporte beaucoup de bien-être pour nos collègues parce que le fait de travailler dans un site végétalisé, eh bien, on n'a pas du tout la même ambiance, on n'a pas le même stress. Enfin, ça apporte vraiment un côté apaisant pour l'ensemble de nos collègues. Et ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour tous les visiteurs qui viennent chez Pocheco. On reçoit 3500 visiteurs par an. Tous nous disent que quand on entre sur le site industriel, c'est différent. Il se passe quelque chose. Du coup, quand on est sur place, on a envie de bien réfléchir à notre impact sur le milieu naturel, plus que quand on travaille dans un site minéralisé. Donc, ça participe, si vous voulez, de l'état d'esprit de l'entreprise, de l'éthique, des valeurs de l'entreprise.
Alors, je vais faire défiler quelques photos. Là, vous avez à l'écran notre station d'épuration à base de bambou. Comme je le disais, on a installé une station d'épuration qui fait à peu près 200 mètres carrés. Ce sont des bambous qui dépolluent l'eau du process avant de la rejeter. Ça dépollue parce qu'en fait, cette eau sale arrive dans le sol, au milieu du système racinaire des bambous. Et comme ces racines sont très proches de certaines bactéries naturellement présentes dans le sol, en fait, les bactéries décomposent la souillure et les bambous, grâce à leurs racines, arrivent à se nourrir de ces souillures. Donc finalement, le bambou pousse grâce à l'eau usée de notre usine. Donc on fabrique de la biomasse grâce au bambou. Et comme je vous le disais aussi, on a remplacé notre chaudière gaz par une chaudière bois. Aujourd'hui, on est en mesure, quand on doit élaguer un peu cette station d'épuration, eh bien, on déchiquette les bambous et on les envoie dans notre chaufferie. On a du coup une boucle de l'eau, un cycle de l'eau qui est très connecté avec notre cycle carbone sur le site. Et finalement, tout a du sens. Et tout est cohérent. Là, vous avez une photo de notre toiture végétale. La toiture, c'est un mixte entre végétaux, panneaux solaires et puis de lumière naturelle. Ça encore, quand on a choisi de se lancer dans cet investissement, il faut savoir que cette toiture coûtait 2 millions d'euros. On a fait le comparatif avec une toiture classique, ça nous aurait coûté 800 000 euros. Donc, vous voyez, il y avait un gros différentiel de prix d'achat. Par contre, on a fait le bilan en coût global et on s'est rendu compte que cette toiture mixte, végétaux, solaires et lumière, elle était amortie en 10 ans, alors que la toiture classique ne l'était pas du tout. Là, vous avez une photo de nos bureaux. Là, en l'occurrence, c'est même une salle de réunion qui sert de salle de pause le midi pour nos collègues. On a aussi beaucoup joué sur la mutualisation des espaces pour occuper les locaux à leur maximum de temps. Parce que ça aussi, c'est une façon d'économiser l'énergie, c'est une façon d'économiser les espaces, les systèmes constructifs, mutualiser les espaces de l'usine. On a aussi, comme vous le voyez sur la photo, beaucoup rénové notre bâtiment et en utilisant des matériaux biosourcés et locaux. Là, en l'occurrence, les murs sont isolés avec de la laine de bois et de la paille et recouverts d'un bardage bois. C'est du mélèze non traité qui vient de France. De l'autre côté, vous avez un mur de briques de terre, terre crue, recouvert d'argile. Je rappelle que nous sommes dans un site industriel qui transforme du papier, qui est soumis au risque ICPE. C'est une installation classée pour l'environnement. Et notre principal risque, c'est l'incendie. Et malgré tout, on est tout à fait en règle avec la réglementation. Il suffit de bien lire la réglementation et de bien comprendre que, oui, dans un site à risque pour l'incendie, il y a certains endroits où il faut choisir des matériaux complètement ininflammables, mais dans d'autres endroits, on peut tout à fait en mettre. Ce que je viens de vous dire là, c'est pour illustrer que pour faire ces choix, ça nous a demandé, certes, de bien connaître les possibilités, d'avoir une bonne connaissance des impacts environnementaux, mais aussi d'avoir une grande ténacité et une certaine persévérance dans nos choix. Parce que quand vous vous lancez dans des solutions alternatives, souvent, on vous oppose des freins, des difficultés, des réglementations, c'est pas possible. Alors que si on creuse, on finit par trouver la solution. Et c'est en cela que l'économie nous sert. C'est que ça fait partie maintenant de notre organisation, de notre façon de travailler, de notre fonctionnement, de nos prises de décision. Là, je vous montre une photo de notre voirie pompier, parce que notre site industriel, on se doit d'avoir une voirie qui fait tout le tour du site pour que les pompiers puissent circuler en cas de problème.
là encore, quand il a fallu faire les travaux, on a insisté pour trouver des solutions, non pas en enrobé. Une voirie en enrobé, c'est une voirie imperméable qui utilise des matériaux à base de pétrole, à base de... Donc, voilà, pas tout à fait en phase avec la démarche d'économie. Du coup, on a beaucoup cherché et on a fini par trouver une solution. C'est une voirie végétalisée, un mélange terre-pierre, tout à fait carrossable pour le passage des camions pompiers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la construction, cette voirie coûte moins cher. Donc, non seulement elle est moins chère, plus écologique, et encore une fois, pour le confort au travail, c'est bien meilleur. On a aussi, dans nos projets de bâtiments, on a rénové, je veux dire, 90% du site. Et quand on a dû faire des choix, on a préféré s'agrandir en hauteur plutôt que s'étaler sur notre site, ce qui nous a permis de préserver un certain nombre d'espaces naturels. Et là, à l'écran, vous voyez un verger. On a 40 arbres fruitiers qui sont des arbres locaux, qui sont des espèces régionales et un peu anciennes. Et on a planté ces arbres avec les collègues parce que dans notre façon de travailler, on cherche on mise beaucoup sur la coopération et sur le fait de penser ensemble, on se le répète souvent, on se dit souvent qu'on ne dépose pas notre cerveau au vestiaire quand on entre dans l'entreprise et que tout le monde est en mesure de proposer des actions. On se doit tous d'être acteurs sur ce changement. 80 personnes chez Pocheco qui coopèrent autour de ce projet commun qu'est l'entreprise Pocheco. À force de rendre les espaces végétalisés, ça devenait assez lourd à entretenir. Et donc, on a produit des choix. On s'est dit qu'on allait laisser certains endroits ensauvagés. On laisse les endroits pour la faune, la flore locale. On les laisse faire. Et dans d'autres endroits, on a une gestion un peu plus travaillée, un peu plus maîtrisée. Et dans d'autres endroits encore, on a des zones productives. Là, sur la photo, vous voyez qu'on a des espaces, 1,5 hectare qui sont cultivés. On y cultive des fruits, des légumes. On a 5 salariés de Pocheco qui travaillent pour ça. Et les récoltes sont vendues à des restaurateurs locaux. Alors là encore, ça peut paraître assez étrange d'être sur un site industriel qui, en plus, produit une exploitation agricole. Mais c'est tout le parcours, c'est toute l'histoire de la transformation qui veut ça. Et on est bien content aujourd'hui d'avoir trouvé une voie de diversification de notre activité. Sur le site, on fabrique des enveloppes, toujours. On fait du maraîchage et du maraîchage bio, permaculture, agroforesterie. Et puis, on fait aussi du conseil, comme je le disais, du conseil pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Depuis la création du bureau ouvert, c'est 350 projets qui ont été accompagnés. On fait aussi de la formation. C'est tout ça, en fait, l'économie. C'est cette idée finalement, de saisir des opportunités, d'être agile, de pouvoir diluer le risque en étant assez varié, diversifié. C'est d'apprendre à être agile, à s'adapter. Et tout ça nous aide à gagner en robustesse, bien entendu. Là, j'ai une synthèse en fait du bilan de l'entreprise avec des indicateurs financiers et extra-financiers. Donc, au total, pour transformer tout le site, on aura investi 10 millions d'euros. On a économisé 15 millions d'euros sur les 25 ans de transformation. Et la moyenne de retour sur investissement est de 7 ans. Oui, c'est sûr que cette démarche, elle demande à repenser le lien au temps, le rapport au temps. Ça, c'est important. Et dans tous les projets que nous menons, on pense les idées ensemble. Et une fois que les idées ont été mises sur la table, on les met en cohérence et on les illustre. Et on pose un récit sur les idées. Et ça, c'est très important pour réussir
mobiliser le collectif dans la transition. Je sens que mon temps touche à sa fin, donc j'accélère. Je voulais encore vous montrer, mais vous l'avez compris, que notre source d'inspiration, c'est la nature, c'est le vivant, parce que dans la nature, ce n'est que cycle, coopération, adaptation. C'est exactement ce que l'on retrouve en industrie. Et puis, comme je le disais, on a aussi une offre formation avec des visites de Pocheco. Si vous êtes intéressé, venez nous rendre visite pour découvrir ce qui a été fait. On a des livres, des formations et un formidable séminaire de formation le 7 juin. Ceux qui seraient intéressés, les rencontres de l'économie. Merci beaucoup, Elodivia, pour cette histoire et qui, du coup, ouvre notre curiosité parce que 97, on en est le deuxième rapport du GIEC vient juste de sortir, par exemple. Donc, ma première question, c'est jusqu'à quel moment, on va dire, dans l'ensemble de vos connaissances sur les impacts environnementaux, vous disiez qu'il a fallu avoir une bonne connaissance des impacts environnementaux, à quel moment, on va dire, les impacts climatiques ou les scénarios climatiques ont été pris en compte dans vos estimations pour éventuellement confirmer vos choix, pour les réorienter, pour les estimer différemment. Et voilà, comment s'est inséré un petit peu ça? Aujourd'hui, on l'a dit précédemment, ce qui compte, c'est d'avoir la donnée. Et donc, pour nous aider dans nos choix, on utilise, je le disais, l'outil analyse de cycle de vie. Enfin, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la fiche de données de sécurité et d'environnement que l'on peut trouver pour certains produits. Donc, quand on doit prendre une décision, ce qui nous guide, c'est ça, c'est de nous baser sur cette fiche qui nous décrit l'impact carbone, l'impact biodiversité, l'impact eau de chaque produit. Les rapports du GIEC, les données du GIEC, c'est notre feuille de route. Nous, que ce soit l'IPBES pour la biodiversité ou l'ONU, les rapports de l'ONU sur l'eau ou le GIEC, c'est notre feuille de route. La dernière synthèse du GIEC, on l'a analysée, décortiquée, on a fait une formation en interne à l'ensemble de nos collègues pour expliquer cette dernière synthèse des rapports du GIEC. Et on fait la même chose pour l'IPBES, pour l'eau. On l'utilise en fait pour continuer à enrichir nos connaissances et finalement nous aider à prendre des choix en connaissance de cause. Et est-ce que, par exemple, ces connaissances vont jusqu'au… un exemple très pratique, vous avez planté des arbres. Est-ce que vous avez choisi des essences d'arbres en anticipation, par exemple, avec un climat qui serait différent dans l'âge de l'arbre, je ne sais pas, dans 40, 50 ans, par exemple? Est-ce que ça allait jusqu'à ce détail, par exemple, de choix? Ou bien est-ce que, finalement, l'aspect climatique rentrait un petit peu… comme une dimension à travers une dynamique plus de changement global dans lequel il y avait la prise en compte aussi bien de la biodiversité, de la raréfaction des ressources, de la pollution diverse des eaux, des sols, etc. Pour l'exemple typique du verger, ça a été planté il y a 10 ans maintenant. On a plutôt regardé par rapport à la biodiversité, on a choisi des essences qui ne soient pas invasives pour notre région. On a plutôt essayé de préserver des essences anciennes qui étaient en voie de disparition. Par contre, si je dois donner un exemple d'anticipation, sur l'eau, on a fait un gros travail de récupération d'eau de pluie et de stockage d'eau de pluie. On a sur notre site 100 mètres cubes de stock qui nous servent pour nos usages du quotidien. Mis à part pour se laver les mains, tous les autres besoins en eau sont couverts par ce stock d'eau de pluie. Et le fait d'avoir mis cette station d'épuration à base de plantes chez nous fait qu'on restitue l'eau ultime à la fin, après avoir été recyclée et réutilisée, on la restitue au milieu naturel au plus près de son point de chute. Donc ça, et on sait très bien que c'est un sujet, même si dans le nord de la France, on n'a pas trop l'impression d'être touché par ça, on commence quand même à avoir des épisodes de sécheresse et le préfet qui nous lance des alertes sécheresse, alertes consommation.
Donc, on sait que nous, sur cette thématique, en tous les cas, on est prémunis a priori. Je reviens un peu sur tout ce qui est travaux du GIEC, etc. Comment vous faites pour interpréter, parce que bon, les rapports du GIEC, même les résumés, c'est pas toujours facile à décrypter, je dirais. Est-ce que vous faites appel à des facilitateurs? Est-ce que vous-même, on va dire, vous faites en sorte de faciliter un petit peu l'information pour ensuite la transmettre à vos collègues? Comment ça se passe, le processus? Oui, c'est ça. Il y a une phase de un peu vulgarisation, de contextualisation par rapport à notre entreprise. C'est tout l'intérêt d'avoir un bureau d'études interne. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le bureau ouvert. C'est que, je me souviens, le premier salarié que nous avons eu, c'était une personne spécialisée en éco-conception. Parce qu'on voulait en savoir plus sur les matières et qu'on ne se sentait pas assez compétent sur le sujet. Donc, on a recruté une personne sur ça. Et petit à petit, on gonfle l'équipe avec des expertises sur l'énergie, sur le climat, etc. Oui, on sait très bien aussi qu'on ne peut pas aller résoudre tous les problèmes de la planète à notre échelle. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que si on est face à cette ampleur devant nous, ça peut nous créer de l'anxiété. Donc, plutôt que de vouloir tout résoudre, chaque action à notre échelle, on essaye de faire notre part. Et voilà, c'est un peu comme ça que nous raisonnons et que nous pratiquons chez Pocheco. C'est la stratégie du pas à pas, finalement, progressive. Oui. Dès que l'on doit faire un changement, dès que l'on doit prendre une décision, on se demande quelle peut être notre part sur ce grand projet d'évitement du changement, de limitation du changement climatique. On a deux questions ici. Est-ce que l'entreprise a pu bénéficier du soutien des collectivités locales, par exemple, dans sa transformation, surtout au début, parce que j'imagine qu'après, probablement, c'était peut-être un petit peu plus facile, mais surtout au début. La deuxième question, je vous la pose en même temps, est-ce que la perception de cette transformation a pu être mesurée ou évaluée auprès des salariés, par exemple l'esprit d'appartenance, la fierté, la plus grande facilité à recruter, la motivation à continuer finalement? Oui, alors pour la première question, oui, on a bénéficié des collectivités et des institutions. Moi j'ai participé moi activement, et quand s'est posée la question de la rénovation de la toiture, c'est en même temps posé la question de la gestion de l'eau. Et comme à l'époque, on n'avait pas les connaissances d'aujourd'hui, on s'est beaucoup appuyé sur les connaissances techniques de l'agence de l'eau et du conseil régional. Je les ai appelés. Ils sont venus tout de suite, ils nous ont orientés. C'est une personne du conseil de l'agence de l'eau qui m'a dit oui, les principes, c'est de prendre l'eau au plus près de son point de chute et la restituer au plus près de son point de chute. Enfin, j'ai été marquée par cette information, et ça a guidé tout le reste de notre démarche. On a eu aussi l'ADEME qui a participé. On s'est appuyé sur eux pour le choix des panneaux solaires de l'entreprise. Ils nous ont aussi aidé un petit peu, aidé un peu financièrement pour la rénovation du bâtiment et notamment l'installation des panneaux solaires. Je dis un peu parce que ça a représenté 300 000 € sur les 10 millions d'euros d'investissement. Ce n'est pas négligeable, mais il y a quand même une grosse part de l'investissement qui a été fait par l'entreprise. Sur la deuxième question, oui, bien sûr, les salariés ont développppé un sentiment de fierté, d'appartenance, et ça, ils nous le disent à chaque fois qu'on fait des entretiens avec eux. On a des journalistes, des médias qui viennent nous rendre visite, et le fait de diffuser les articles, de les montrer à nos collègues. Maintenant, quand il y a les journalistes qui viennent, ils sont tous fiers de pouvoir raconter la transformation de l'entreprise. Oui, et forcément, ça devient attractif pour venir travailler chez Pocheco. Là, on arrive à attirer des talents qu'on n'aurait certainement pas eu si on avait eu une démarche beaucoup plus conventionnelle. Donc, oui, la deuxième réponse, c'est oui à tout. J'ai une petite dernière question pour vous.
Quand vous voyez, par exemple, le dernier rapport du GIEC, quand vous voyez un petit peu les derniers scénarios climatiques, etc., est-ce que vous vous sentez, comment dire, mieux armé désormais, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, on a fait l'essentiel du travail pour suivre un petit peu ces tendances, alors que si on n'avait rien fait pendant tout ce temps-là, le pas aurait été énorme pour le faire, pour le débuter aujourd'hui, par exemple. Oui, c'est sûr qu'on est content d'avoir démarré cette transformation il y a 25 ans pour plein de raisons, pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, et puis pour le fait de se dire, il y a quelques années, quand on parlait de notre démarche écologique, on était inaudible. Je me souviens même que quand j'employais le terme écologie, ça effrayait, ça rebutait certains qui faisait l'amalgame avec le parti politique. Enfin, c'était compliqué. Il fallait parler environnement technique et réglementaire. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des clients, je parle pour l'enveloppe, des clients qui viennent à nous grâce à cette démarche RSE, cette démarche écologique. Donc, finalement, on a bien fait d'anticiper parce qu'on a une avance sur ce sujet. Maintenant, on n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Face au rapport du GIEC, quand on lit la dernière synthèse, on peut tout à fait tomber dans l'anxiété et dans la déprime. Mais notre solution, c'est l'action. On se dit, au moins, on agit et c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans cette déprime. Merci beaucoup, Élodie Bia, pour cet exemple de l'entreprise Pocheco, située près de Lille. Il y a toutes les informations, j'imagine, sur le site Internet. Oui. On peut avoir votre présentation sur demande, j'imagine. Bien sûr. Vous pouvez vous adresser au comité d'intérêt pour avoir votre courrier, il n'y a pas de problème. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut visiter? Vous avez répondu oui, on peut tout à fait visiter. Merci beaucoup encore une fois pour ce récit. Alors, on va passer à notre dernier intervenant, qui est Christophe Schex. On va s'en aller maintenant plus près des Alpes pour essayer d'avoir un petit peu un témoignage, je dirais, de ces territoires-là. Alors, je vais vous présenter brièvement, pendant que je vous laisse partager l'écran. Je ne me souviens plus si on a dit c'était vous ou si c'était nous qui le faisons de notre côté. Alors Christophe, vous êtes géographe climatologue consultant à l'Agence alpine des territoires. Vous êtes spécialiste du changement climatique en montagne et de l'adaptation. Vous étudiez depuis 15 ans l'évolution du climat et ses conséquences sur l'environnement alpin et les activités humaines. Vous êtes en mode recherche-action ou plus directement vous formez, vous conseillez, vous accompagnez les acteurs et les collectivités sur les défis climatiques et de la transition. Et vous travaillez aussi sur les services climatiques et leur application au niveau local. Alors, Christophe, on a hâte de vous entendre maintenant sur un témoignage beaucoup plus, j'allais dire, plus proche du côté alpin, sur cette appropriation de cette question climatique, notamment à travers les scénarios. Oui, bonjour à tous. Donc, voilà, alors, bon, quand tu m'as effectivement contacté par rapport à ce sujet, tout de suite, moi, ça m'a interpellé, c'est sur le fait de comprendre, en fait, si les scénarios et les projections climatiques sont effectivement bien intégrés aujourd'hui dans les décisions par rapport à certaines stratégies de développement, et si ça amène effectivement à anticiper et à transformer le modèle, ou bien s'il peut y avoir des logiques aussi de confirmation de certaines techniques de protection face à des menaces qui consistent ainsi finalement, en utilisant les projections climatiques, à maintenir en fait le système. Bref, donc c'était voilà, cette discussion était, je trouvais, très intéressante parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de retours d'expérience là-dessus. Et on part souvent du principe effectivement que les projections climatiques sont là pour éveiller voilà les consciences et puis nous demandent beaucoup d'adaptation. Mais effectivement, en fait, en fonction de certaines activités, en fonction de son exposition aux effets du changement climatique, on peut avoir des réactions tout à fait étonnantes et qui sont pas franchement non anticipées à ce niveau-là, notamment lorsqu'on arrive dans tout ce qui est la décision socio-économique. Tout à l'heure, donc on avait un rappel un peu de la chaîne, la causale, qui était complexe
entre les scénarios, les projections qui amenaient à des indicateurs physiques et ensuite les indicateurs socio-économiques. Et lorsqu'on arrive justement sur cette partie socio-économique, on peut s'attendre à tout. Alors, je vais essayer rapidement en fait de vous montrer quelques exemples d'intégration de projection, de ce que ça a pu donner. Alors, on va passer à la diapo suivante. Très rapidement, en fait, je me suis posé la question, tu parles de scénario ou de projection, mais pour moi, c'est deux choses qui sont en fait assez différentes, notamment sur la manière dont on va les intégrer dans la réflexion et l'implication que ça a dans cette réflexion locale notamment, puisque en fait, les scénarios qui sont donc sur la gauche, là, qui sont plutôt liés à des scénarios socio-économiques, d'émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Et en fait, lorsque l'on parle de ces différents, de l'avenir un peu économique et social qui nous attend, ça nous interroge beaucoup effectivement, mais sur des aspects qui sont plus, sur les questions de transition écologique ou sociale, d'implication, de l'entreprise ou d'une activité à l'intérieur même de cette lutte contre le réchauffement climatique et contre le dépassement des limites planétaires. Et lorsqu'on traduit ça en termes de projection climatique, donc là, on va vraiment utiliser les modélisations climatiques pour avoir des indicateurs qui vont, donc qui sont principalement autour de la température, mais qui sont énormément développés sur d'autres indices qui vont être localisés et qui, généralement, vont être couplés avec d'autres systèmes, qu'ils soient eux aussi des modélisations, comme des systèmes hydriques, pour mesurer l'effet du changement climatique sur la ressource en eau, par exemple, ou bien directement connectés à d'autres pratiques, et on verra l'intérêt que ça a en agriculture ou dans le tourisme. Donc là, je vais prendre le parti durant cette intervention de me concentrer que sur les projections climatiques, c'est-à-dire l'utilisation d'indicateurs. Ça va être peut-être un peu technique, mais justement, je pense que c'est très important pour qu'on puisse aussi voir comment aujourd'hui ils s'insèrent dans toute une chaîne de décision à différentes échelles et comment ça va influencer directement de gros débats sur les territoires. Diapo suivante. Alors, je ne vais pas y revenir, mais en fait, aujourd'hui, pour avoir accès à ces projections climatiques, en fait, il y a plusieurs institutions qui ont mis en place et qui proposent en fait de façon gratuite l'accès à différents services climatiques. Donc, on avait déjà présenté un qui était Climadiag, qui est sur la gauche, qui est un nouveau service de Météo France, mais on a d'autres services qui sont proposés comme Climat HD ou bien sûr DRIAS, les futurs du climat, avec un tout nouveau DRIAS Eau qui permet d'avoir accès aujourd'hui à des données de modélisation, de projection très intéressantes sur par exemple des débits de rivières ou bien sur la question de l'évapotranspiration, ce qui va intéresser en fait tout un tas de monde qui dépendent notamment par exemple de problématiques hydriques, avec la question des sécheresses qui viennent aujourd'hui vraiment sur le terrain. C'est des services qui sont de plus en plus utilisés et à qui on demande aussi de plus en plus. Et on verra jusqu'où ça peut aller. Diapo suivante. Donc, qui en fait utilise aujourd'hui ces projections? Alors, j'ai essayé de regrouper ça en trois grands types d'utilisateurs. Tout d'abord parce qu'en fait, c'est inscrit un peu dans l'ADN des plans climat et de toutes les outils de planification des collectivités depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années. En fait, c'est de produire des diagnostics, des rapports insérés dans des méthodes d'études de vulnérabilité qui vont permettre principalement de sensibiliser déjà donc les collectivités, le grand public qui a accès à ces rapports. Et puis derrière, dans toute la chaîne de travail sur l'adaptation, de mettre en avant les vulnérabilités, les menaces qui pèsent sur le territoire, et puis la façon dont on va répondre à ces menaces. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est solution d'adaptation, et la réponse à ces menaces, généralement, sont de différents types. On a donc ce qu'on a appelé les réponses incrémentales, qui vont donc être de protéger son activité des menaces, et puis tout ce qui est plus transformatif, qui est là, par exemple, de diversifier, de changer de pratique, voire même de changer complètement de modèle ou de trajectoire. Donc, c'est utilisé, mais surtout pour de la sensibilisation et pour des études de vulnérabilité au sein des collectivités. Chez les gestionnaires, c'est beaucoup plus utilisé, notamment autour de la ressource en eau, des espaces naturels, de la forêt. Je vous présenterai juste après quelques exemples d'outils pour compléter peut-être ceux que tu as présentés la dernière fois.
autour de l'agriculture, par exemple. Et c'est vraiment des outils qui vont intégrer directement les projections climatiques. Donc, ces projections qui viennent en fait des travaux des différents climatologues, des différents laboratoires de climatologie. En France, on peut citer évidemment Météo France avec le CNRM, l'IPSL, et puis voilà d'autres grands centres de recherche à travers le monde. Et ces projections-là permettent d'avoir les graphiques qu'on a en fait que je vous ai montré au début de cette intervention, et puis derrière qui entraînent toute la connaissance et toutes les recommandations dans les autres rapports du GIEC. Là, les projections sont aussi souvent utilisées comme étant aussi pour de la sensibilisation. Alors voilà, ça dépend. Sur les espaces naturels, aujourd'hui, on intègre des récits climatiques futurs en utilisant ces projections pour, par exemple, adapter les plans de gestion. Enfin, donc dans certains secteurs, avec des grands groupes, avec des grandes industries ou localement, on commence en fait à utiliser ces projections. Voilà. Et justement, alors aujourd'hui, j'ai découvert un exemple dans les assurances, par exemple avec AXA Climate, qui donc une start-up d'un grand groupe qui depuis plusieurs années en fait travaille par exemple sur l'intégration des projections pour comprendre les impacts sur la filière des fruits et donc derrière pouvoir proposer des accompagnements sur des solutions d'adaptation. Voilà. Donc on voit que c'est un peu toujours le même modèle en fait qui est là. C'est des études de vulnérabilité, des projections pour le futur et des solutions d'adaptation qui sont proposées derrière. Mais c'est là où les principaux intéressés, ceux qui en fait travaillent dans les activités, vont se poser des questions par rapport aux solutions proposées, évidemment. Diapositive suivante. Alors là, j'ai mis par rapport à l'agriculture en fait des outils, des exemples d'outils utilisant des projections. Donc c'est des modélisations qui vont être intégrées à d'autres types de modèles. Donc en haut, par exemple, BioClimSol, qui est assez connu en termes de gestion de la forêt, utilisé pas mal par l'ONF, qui justement derrière avec ce type d'outils peuvent plus facilement prendre des décisions, soit en termes de plantation, soit en termes de gestion plus naturelle en fait des espaces forestiers. Un autre outil là qui est Canary, qui est un outil intéressant puisqu'il intègre pas mal d'indicateurs agroclimatiques assez précis pour le développement de certaines plantations. Je vous invite à aller le consulter. Et puis d'autres là qui sont directement intégrés à la gestion des alpages. Donc, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Alpage Sentinelle, avec des profils agroclimatiques et des modèles qui calculent, en fait, pour tel ou tel alpage, l'évolution des dates de déneigement, l'évolution du gel, enfin, tout ce qui peut impacter la pratique des alpagistes en montagne. Donc, on voit que ça va s'intégrer même chez des bergers, en fait. Donc, on commence vraiment à avoir un interfaçage assez important entre ces producteurs de modèles, alors principalement ici c'est Météo France et l'INRAE, et puis des praticiens sur le terrain dans le cadre de programmes de recherche ou de programmes d'accompagnement. Alors, il y a un exemple assez intéressant que vous connaissez peut-être, on va passer à la diapo suivante, c'est dans le cadre du tourisme du ski, et ça pose, préalablement, en fait, je posais des questions que tout ça nous amène aujourd'hui par rapport à l'utilisation de ces projections climatiques. Déjà, c'est la première question que ça pose, c'est comment est-ce qu'elles alimentent dans tous ces processus de prise en compte de ces indicateurs et des solutions d'adaptation comme réponse, comment est-ce que ça alimente ces prises de décision des acteurs sur le terrain. C'est pas toujours extrêmement en fait clair et ça demanderait, je pense en tout cas beaucoup plus de précision et d'études. Est-ce que justement ça pousse à la transformation des modèles ou à maintenir les modèles en place, ce qui est tout à fait possible? Dans les réorientations qu'on a déjà observées dans certains cas, est-ce que en fait c'est parce qu'on a pris en compte ces projections ou parce que ce sont des activités qui sont déjà impactées par des changements climatiques actuels? Eh bien, on verra que dans la majorité des cas, c'est plutôt parce que ce sont des activités qui sont déjà impactées et donc qui décident de se lancer dans des changements de pratique. Est-ce que des activités le feraient sans être touchées?
on a des grands doutes, hein, c'est franchement pas dans nos habitudes, en tout cas d'anticiper à ce point-là, et on peut se poser la question, en tout cas la question des risques dans la réaction. Est-ce que ça peut être plus fort que si on ne faisait rien? Tout ça est très très compliqué à modéliser, à comprendre, donc on préfère effectivement ne rien faire ou juste se protéger des impacts. Ce sont des projections aussi qui, on va le voir très souvent, ne traitent que d'un problème, d'une problématique, sans prendre en compte l'ensemble de tous les facteurs, notamment environnementaux, les facteurs de ressources, les facteurs sociaux, de l'acceptabilité sociale, et qui fait que à la fin, effectivement, malgré l'utilisation de projections, on ne sait pas trop quoi décider parce qu'il y a finalement trop de facteurs. Et la prise en compte de l'incertitude, malgré qu'il y ait différents scénarios, comme voilà, scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont proposés, c'est généralement pas vraiment présenté finalement. Et parce que si on le faisait, on redonnerait encore plus de grains à moudre dans cette question de mais alors est-ce qu'il vaut pas mieux attendre en fait finalement qu'on soit complètement impacté pour réagir. Diapo suivante. Et donc on se retrouve avec effectivement carrément des représentations tout à fait étonnantes en fait de l'avenir. Alors là c'est simplement un exemple que je vous ai mis d'un panneau en fait qu'on va retrouver en montagne. Qui a été posé comme ça en disant en fait en gros voilà vous avez deux bifurcations de trajectoire, hein. C'est soit ici on aménage la montagne, on en fait un parc de loisirs et ce sera une fournaise, soit on a une activité voilà extensive, on fait voilà de la randonnée etc. et on aura un monde finalement qui est normal entre guillemets. Ce qui est tout à fait d'ailleurs étonnant dans cette représentation, c'est qu'on n'a pas pris en compte les scénarios. Et les scénarios, en fait, d'émissions de gaz à effet de serre mondiaux, puisque en fait, il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'activité qu'on va avoir sur le terrain, même si évidemment celle de gauche est beaucoup plus dans sa globalité émettrice de gaz à effet de serre, mais sur le terrain, la perception elle sera vraiment ça sera très difficile d'intégrer les questions de scénarisation. Voilà, donc on voit que en plus d'utiliser des projections, derrière, on a ces questions de représentation. Alors là, je vais arrêter là de parler de ça parce que ce qui va être intéressant, c'est de se dire, bon, qui, en fait, a les capacités de changer? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de changer le modèle à l'aune de ce que nous présentent les projections climatiques? Je refais j'ai fait une petite encore un peu sectorisation entre finalement, on sent que des secteurs qui sont quand même assez forts économiquement, qui peuvent être impactés et qui sont installés ancrés territorialement, vont quand même avoir de la difficulté à se dire bon, aujourd'hui, voilà, on va vraiment complètement changer de modèle parce qu'on a des projections qui nous disent que dans 30 ou 50 ans, ça va être difficile. Et c'est un peu différent dès qu'on est chez des gestionnaires de ressources, des praticiens du vivant, voilà, qui peuvent plus facilement changer de pratique et qui souvent ils voient au fait une opportunité puisque ce n'est pas des activités qui sont forcément très développées. Et puis, on peut avoir des réponses très différentes en fonction de mêmes conclusions de projection. Diapo suivante. Donc, l'exemple que je vais vous donner ici, c'est l'exemple d'un outil qui utilise les toutes dernières projections qui sont fournies au GIEC, des projections régionalisées qui sont déclinées en différents indices qui permettent en fait d'étudier l'évolution de tout un tas d'indicateurs qui sont liés à la fiabilité de l'enneigement d'une station de ski et l'impact de l'enneigement artificiel, de la neige de culture, des techniques de damage et de ce qu'on appelle le snow farming pour faire durer en fait la pratique du ski et en fonction des différentes projections, ce qu'on peut en déduire et ce qu'on peut décider dans les investissements. Parce que c'est très lourd comme investissement à faire ou pas sur certains secteurs ou pas, etc. Donc, l'IMSNO, c'est une étude qui a été portée par Météo France, INRAE et un bureau d'études, l'INEJ. Alors, je suis pas forcément le meilleur pour en parler ici, parce que je n'ai pas vraiment participé à cette étude. Simplement qu'on observe en fait comment ça se traduit sur le terrain et derrière, en tant que géographe, c'est intéressant de voir comment ça va orienter la décision. Alors, je vais vraiment pas vous expliquer comment fonctionne ce modèle. On va passer à la diapo suivante. Simplement que, voilà, donc des résultats, par exemple, offerts comme si, c'est des gros rapports de 50, 60 pages qui sont fournis aux collectivités ou aux stations de ski. Diapo suivante.
Et puis alors, voilà, ça a en fait engendré des cas tout à fait différents d'utilisation des conclusions. Alors, il y a un exemple assez connu aujourd'hui, qui est la station de Métabier dans le Doubs, où je vous ai en fait, alors il y a un peu de texte, mais bon, c'est en webinaire ça passe, hein, c'est des extraits de ce qui a été en fait débattu et conclu suite à l'étude Climsnow. Alors là, on est sur une petite station hein, qui est pas très haute en altitude, et voilà, et donc l'étude a expliqué que les modèles voilà, prédisent clairement la fin de l'activité économique liée au ski alpin à l'horizon 2040-2050, même avec l'enneigement artificiel, et encore que ça demande énormément d'investissement. Alors, je crois que c'est devenu un souci en fait, ce problème d'investissement. Mais bon, ça résiste encore aux aléas climatiques croissants avec de la neige de culture. De toute façon, voilà, pas de recette pour équilibrer l'exploitation. Ça deviendra insupportable à financer pour les collectivités membres du syndicat. Voilà, donc l'étude est produite et là, c'est le coup près, c'est la sentence en fait. Mais il n'y aurait pas d'avenir pour le ski à cette altitude d'ici 20 ou 30 ans, sauf investissement énorme et grosse prise de risque. Diapo suivante. Et donc, tout en reprenant aussi quelques extraits pour bien voir un peu jusqu'où on est allé dans la réflexion et la prise en compte. Par exemple, là, cette citation intéressante justement de la personne Nicolas Hérard à l'époque qui était en charge un peu de tout ça. Quand on commence à se dire que c'est terminé, c'est le choc, c'est comme un deuil. Ensuite, il y a une réaction de déni, de colère. Comme tout le monde ne réagit pas au même rythme, c'est forcément une période d'instabilité, d'inconfort. J'aime beaucoup cette idée de réaction qui n'est pas identique, puisque dans le cadre de la transition, en fait, ça s'applique un peu à toutes les échelles. C'est pour ça qu'on a parfois du mal, effectivement, à faire passer certaines solutions. Et là, il fallait accepter, en fait, cette perspective. Et ils en ont donc déduit deux ou trois conclusions. Donc, bon, bah voilà, c'est continuer quand même à entretenir l'activité ski alpin, mais puis investir durant les 10 à 15 prochaines années, ça coûtera de l'argent, et de diversifier, ce qui coûtera aussi de l'argent. Mais ça fera à la fin une baisse de 20% pour l'économie du territoire, voire même 40% avec la fin potentielle du ski. Et donc, on invite les collectivités, les professionnels à se préparer, à anticiper un avenir touristique et économique différent. Diapo suivante, s'il vous plaît, je vais essayer d'accélérer un peu. Voilà ce que cette étude à Métabier a pu engendrer comme réflexion et comme stratégie de développement. On a d'autres études Climsnow qui ont été faites en fait pratiquement sur aujourd'hui toutes les stations de ski, et puis certaines, alors à des altitudes similaires, en fait, donnent des conclusions qui sont du même acabit, sauf que froidement posées, on voit que on est quand même capable. J'ai réécrit quelques petits morceaux de texte qui sont intéressants. C'est que finalement, avec un peu de neige de culture, on atteindrait des seuils intéressants pour quand même continuer une activité d'ici, voilà, on le voit, au moins 2035-2050. Donc, il faudrait équiper, et à ce moment-là, on a des perspectives d'avenir qui sont positives pour maintenir en fait l'activité du ski. On a eu des phrases comme le renforcement des équipements dans cette zone et donc un choix judicieux du point de vue, alors je me suis trouvé vraiment du point de vue climatique. Voilà, donc on se demande en fait d'un point de vue climatique exactement, ça veut dire quoi? Donc on a plusieurs façons d'interpréter. Et voilà, donc là en fait on peut pas derrière savoir exactement ce qui sera décidé, puisque là on est encore toute chose égale par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on ne regarde que l'impact des résultats des projections sur la fiabilité de l'enneigement. Il faudra derrière, sur des zones comme ici, donc dans le Jura, avec des altitudes de 1000, 1500 mètres, 2000 mètres, il faudra véritablement intégrer d'autres processus et des études en cours, notamment sur l'eau, puisque c'est pas des territoires où il y a énormément d'eau. C'est pas non plus des territoires où on peut mettre des retenues collinaires ou des bassines facilement. Enfin, dernière diapo, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Alors pareil, je fais un peu comme un travail un peu de journaliste. Je suis allé chercher tout ce qui avait pu se dire autour de résultats de cette étude. Et on a, donc là, j'ai caché en fait tout simplement le nom de la station pour que ce soit plus neutre. Devant des conseils municipaux, l'étude est rendue. Alors bon,
des choses tout à fait normales par rapport à ce que les projections nous disent sur l'avenir de l'enneigement et du climat dans les Alpes. Mais on voit que derrière, en fait, ça amène les personnes qui écrivent le compte rendu, qui n'est pas en fait ceux qui ont fait ClimSnow, à dire par exemple, donc ClimSnow, c'est dans la case rouge, ne prend pas en compte les éléments climatiques, ni l'évolution de l'économie, des activités touristiques, de la demande de la clientèle. Alors, très bien, donc là on voit déjà que on sort un peu du toute chose égale par ailleurs, mais alors là je pose la question et les ressources, parce que effectivement il y a toute la question de l'eau et des services écosystémiques rendus par la biodiversité et les sols, etc. Donc ça apparaît pas. Et puis on voit derrière quand même que là on va toucher quelque chose d'extrêmement sensible, les cordes sensibles en montagne, puisque on explique que ben oui, vos enfants pourront tous se skier en 2050, ça ira bien. Donc c'est vraiment très étonnant de voir à l'issue de toute la chaîne logique les différentes bifurcations que cela peut prendre en fonction des territoires, en fonction des représentations et des intérêts qui existent, et qu'une projection en fait amène des éléments qui peuvent effectivement aider à la décision, mais que tout ça est assez finalement vaporeux, j'ai envie de dire, par rapport à la réalité du terrain, que ce soit dans les scénarios climatiques. Quand on travaille avec des élus, franchement, ils nous demandent, mais alors on fait quoi? Et c'est lorsqu'on propose des solutions qu'ils vont regarder effectivement si c'est intéressant ou pas à mettre en œuvre, parce que le scénario, ils l'ont dans leur tête, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, il faut faire quelque chose. Voilà. Mais pour eux, que ce soit n'importe quel scénario, ça n'est absolument pas grave à partir du moment où ils ont deux avenirs possibles. L'un où en fait finalement il se passera rien, mais aujourd'hui on est passé un peu au-delà, et sur le deuxième, c'est que voilà, ça va chauffer, il faut faire quelque chose, donc ça va plus loin. Et d'ailleurs, c'est plutôt, lorsqu'on est ici sur une activité économique fortement structurante sur un territoire, on voit que ça peut prendre différentes formes, et c'est là aussi où il faudra continuer à réfléchir un peu à la manière dont ces projections, en fait, aux conséquences, en fait, de ces projections derrière. J'ai fini, simplement deux diapos suivantes, en fait, parce que ça m'amenait à une difficulté supplémentaire dans ma conclusion primaire, qui est que là, on voit donc du côté gauche, en fait, les projections climatiques, et du côté droit, dans le dernier rapport du GIEC, en fait, les opportunités d'action qui sont proposées et qui se mettent en avant, notamment tout ce qui est protection des services écosystémiques de la nature. Et la conclusion qui devient compliquée ici, c'est que on peut avoir aujourd'hui sur des territoires de montagne, en fait, et notamment dans le cadre du développement du ski, des retenues collinières, des études qui sont basées sur des projections climatiques intégrées dans le GIEC et qui sont donc brandies par ceux qui veulent effectivement, et peut-être qu'ils ont tout à fait raison, continuer d'exploiter leur activité parce que les projections donnent des perspectives intéressantes à certaines altitudes. Et puis de l'autre côté, parce que les conséquences de cette activité peuvent engendrer des impacts défavorables par rapport aux capacités d'adaptation. Et là, notamment tout ce qui est lié à l'écologie et à la biodiversité notamment. Et là, les mêmes défenseurs ici de l'environnement vont brandir en fait les rapports du GIEC aussi pour expliquer qu'il ne faut pas le faire. Donc, ça devient un peu compliqué effectivement dans ce type de débat où des personnes qui veulent en fait, en tout cas des trajectoires totalement différentes, estiment se baser sur les mêmes productions scientifiques. Dernière diapositive, parce que j'ai pas évidemment la réponse par rapport à ça, mais c'est plutôt en vous montrant une action ici d'adaptation qui n'intègre pas des projections, qui est de protéger en fait un glacier. Et quand j'ai vu la personne en dessous, ça m'a fait penser qu'il y avait un peu quelque chose de Sisyphe dans cette histoire, et que et que les scénarios et les projections, c'est bien, ça donne plein d'idées, mais que par rapport à la transformation en fait et à l'adaptation de nos modèles face au changement climatique, il y a encore énormément de travail à effectuer sur pas mal de facteurs qui ne sont pas modélisables. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Christophe. Je pense que cette intervention était importante parce qu'on a souvent le réflexe de penser que une projection climatique qui peut être dévoilée aux décideurs ou à d'autres acteurs
peut forcément engendrer comment dire, une réaction qui va mener à une transformation. Et tu l'as souligné tout au long de cette présentation, que ce n'est pas forcément le cas. Il y a pas mal d'études qui le montrent, mais ce sont des études en sciences humaines et sociales, donc qui sont souvent moins mises en avant, on va dire, que d'autres études. Et voilà, donc ça pose la question quand même de la position des personnes qui présentent les scénarios, c'est-à-dire qu'un scénario, normalement, est présenté de manière dite objective, hein, scientifiquement parlant. Enfin, il y a toujours ce couvert, normalement, de la science, qui est souvent d'ailleurs attendu à l'échelle locale, c'est-à-dire que la science devrait apporter des solutions, enfin, c'est comme ça que c'est vu à l'échelle locale, et on se rend compte que finalement, un même résultat peut être, comment dire, approprié pour plusieurs possibilités qui peuvent être complètement antagonistes. Donc, ça pose la question, alors je ne sais pas si, en tout cas je te la pose, je ne sais pas, tu peux nous livrer en tout cas ce que tu en penses, mais la position comment dire, des personnes qui présentent ces scénarios-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent infléchir plus que les données qu'ils présentent? Est-ce qu'ils doivent se positionner eux-mêmes? Est-ce qu'ils, dans ces cas-là, est-ce qu'on va dire qu'ils outrepassent leur rôle, notamment de scientifique? Comment ça peut se passer? Comment tu vois les choses? Alors moi, bon, ce que j'en vois, non, ce que j'ai vu, on va dire plutôt, c'est-à-dire que ouais, aujourd'hui, on a des scientifiques en fait qui n'hésitent pas à se positionner. À une époque, c'était bon, un peu plus mal vu, on va dire. À partir du moment où il y a eu un consensus qui est plus important dans la société, on a des scientifiques qui existent, qui n'hésitent pas à se positionner. Mais en même temps, c'est compliqué si, comment dire, si vous avez fabriqué ces outils, c'est pour une bonne raison aussi, pour répondre à une demande. Moi, voilà, je pense que je pense qu'il faut vraiment, et c'est vrai que c'est ce que fait Samuel Morin aujourd'hui, qui est directeur de la climatologie de Météo France et qui est un initiateur, en tout cas qui a travaillé sur des projections climatiques et derrière un outil comme TeamSnow. C'est vraiment de présenter ça comme étant une partie en fait d'un ensemble plus complexe de décisions. Et je pense que il faut pas à ce moment-là oublier d'intégrer tout le reste en fait dans la présentation de ce type d'études. Parce que sinon, ceux qui reçoivent ces informations repartent en fait avec qu'un morceau. On a beau leur dire que c'est qu'un morceau, mais s'ils n'ont pas le reste, en fait, ça peut poser quand même un problème dans l'objectivité en fait de l'accès à une information générale, parce qu'on est face à un problème très systémique et à la fois global, local, hein, et à la fois ici sur l'intrication entre différents phénomènes locaux. Donc c'est plutôt ça en fait. Donc je me dis c'est pas forcément la posture de celui qui présente ça, c'est comment est-ce que on vient présenter ce type d'études avec un ensemble plus important en fait d'autres informations qui permettent à tout le monde d'avoir accès à un maximum de regards, de points de vue et de pouvoir décider comme ça avec le plus d'informations possible. Sans que ce soit trop complexe non plus. Mais ça, c'est toute la gestion que l'on a tout le temps entre simplifier, expliquer ce qui est complexe. Bon, voilà, on connaît cette grande difficulté qu'on n'arrive pas forcément à résoudre, mais ça fait partie du vivant de toute façon, donc on doit faire avec. Tout à fait. Merci Christophe. Je pense que ce sera d'ailleurs le mot de la fin. En tout cas, je recoupe avec ce que tu dis par rapport à la définition que j'ai voulu mettre au début de scénario climatique du GIEC, où on voit bien que dans la définition, il y a des mots comme une représentation partielle des impacts potentiels, donc c'est complètement nuancé. Et quand on s'attache un peu, on voit que la cascade d'incertitude est souvent très grande. Et donc, voilà, je pense que comme tu le signales, un scénario climatique doit être accompagné. Et remarque, je peux te poser la toute dernière question. Est-ce que ce n'est pas un rôle finalement de l'accompagnement, c'est-à-dire de fournir des informations qui vont étayer, je veux dire, les scénarios climatiques avec plusieurs autres informations pour essayer de rendre compte un petit peu plus de la complexité de la chose, plutôt que justement de la cacher derrière des chiffres ou des courbes qui peuvent être justement beaucoup trop simplificatrices, je dirais, des situations qui sont toujours de toute façon interreliées, systémiques, etc. C'est à tous les prescripteurs de ce type d'études ou de demandes, en fait, d'y penser. Et
parce que sinon, ça peut vraiment paraître, on va dire, un peu trop gros, quoi. La ficelle, je veux dire, voilà, si on demande. Mais tout n'est pas, en fait, tout n'est pas exactement caricatural. On a aujourd'hui aussi une information comme quoi, typiquement sur le développement des stations de ski, la Compagnie des Alpes, qui est le plus gros, en fait, gestionnaire de stations de ski, adopte aujourd'hui un discours complètement intégrateur de cette complexité. Et, et donc, on voit que petit à petit, on assemble toutes les pièces, voilà. Mais on ne va pas tous à la même vitesse. Et ça provoque aussi beaucoup de crainte, et c'est normal en fait. Et cet accompagnement, on ne peut pas arriver avec un truc tout près qui fonctionne et qui convainc tout le monde. Je ne sais pas. Enfin, non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que tous les prescripteurs doivent vraiment bien analyser leur contexte local et puis demander des accompagnements, voilà, qui dans des démarches qui sont bien réfléchies et bien prendre le temps en fait de les inscrire, parce que le temps ici, malgré tout, malgré l'urgence, si on veut arriver à changer les esprits, il faut quand même qu'on puisse apporter suffisamment d'éléments, et ça prend du temps. Très bien, merci. Donc, il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Donc, ce serait une remise à jour du proverbe. Merci beaucoup, Christophe Schex, pour cette intervention et ce témoignage qui termine notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais redonner la parole au comité 21 pour le mot de la fin, pour terminer ce webinaire, en vous remerciant toutes et tous d'avoir participé à ces présentations, et en remerciant chaleureusement, bien évidemment, nos trois intervenants. Il nous reste 1 minute, donc je ne vais pas être beaucoup plus long, mais merci beaucoup pour vos interventions, pour vos témoignages et vos clés de lecture. Je pense qu'on a vu les nombreuses questions montrent que en fait, tout le monde se pose plein de questions sur ces sujets-là, et on va continuer à travailler, à illustrer, à essayer de mettre en réseau aussi des acteurs qui sont engagés. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci à tous pour être restés avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre dans nos activités. On proposera aussi un replay qu'on diffusera. À très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.